Merci. Monsieur Jean-Marc Jancovici, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue en l'amphithéâtre Foch de l'école militaire dans le cadre du cycle 2023 des conférences de l'école de guerre. Je suis le chef d'escadron Vincent Gélézunas, officier stagiaire de la 30e promotion de l'école de guerre. Il me revient la faveur et le plaisir de présenter monsieur Jancovici, qui va nous faire l'honneur dans quelques minutes d'éclairer nos consciences sur la relation entre énergie, climat, souveraineté et sécurité. Monsieur, vous avez eu l'amabilité de répondre favorablement à notre invitation et soyez-en chaleureusement remerciés. Si vous me le permettez, je reviendrai brièvement, car le temps m'est compté, sur votre riche expérience qui a fait de vous une figure éminente et respectée sur le sujet abordé ce soir. Polytechnicien, c'est sur le tard, par un mélange d'intérêt et de hasard, pour vous citer, que vous vous plongez dans la problématique du changement climatique. Nous sommes alors à la fin des années 90 et l'écologie pour le grand public se résume alors au trou de la couche d'ozone. Vous devenez un pionnier de la vulgarisation scientifique sur ce sujet en prenant soin, je vous cite encore, de facilement faire comprendre des choses pas évidentes et de le rendre tangible les enjeux liés à l'énergie et au climat. Et de ce nouveau centre d'intérêt vont naître les convictions que vous défendez fidèlement dans vos chroniques, notamment sur Radio France, comme la nécessité d'agir rapidement, de manière planifiée et accompagnée. Conscient de l'enjeu et lucide sur l'avenir, vous êtes aussi force de proposition. La plus ambitieuse, peut-être, étant le plan de transformation de l'économie française lancé par l'association The Shift Project, dont vous êtes le président, qui vise une économie moins carbonée, plus résiliente et créatrice d'emplois. Par ailleurs, enseignant à Mines ParisTech, associé fondateur de Carbone 4, membre du Haut Conseil pour le climat, vous trouvez encore du temps pour vous consacrer à l'écriture, avec succès qui plus est, puisque votre dernier ouvrage, Le Monde sans fin, qui fait écho à la conférence de ce soir, est le livre le plus vendu de 2022. Et le fait que 40% de la jeune génération, tous pays confondus, se disent préoccupés par la question du changement climatique n'y est pas étranger. Cette génération qui subit les records de sécheresse et de température, les pics de pollution à répétition et des phénomènes météorologiques sans précédent, crie à l'urgence climatique. Elle observe en parallèle l'explosion des besoins en énergie et une forte contraction des ressources à cause d'une population mondiale toujours en croissance et à la logique de consommation effrénée. Dérèglement climatique, ressources, croissance, est-ce là un raccourci facile ou une vérité devant laquelle nous avons trop longtemps fermé les yeux? Et comme si cela n'était pas assez compliqué, dans cette quête d'un avenir durable qui exige des efforts collectifs et une compréhension partagée, les notions de souveraineté et de sécurité entrent aussi en jeu, puisque les nations du monde entier s'efforcent de sécuriser leur approvisionnement énergétique. Nous avons pu observer le chancellement de ce fragile équilibre récemment, lors de la guerre en Ukraine ou encore lors de la crise du Covid. Alors, comment concilier souveraineté et sécurité avec l'impératif d'une action collaborative? En fervent défenseur de la sobriété, vous appelez donc à changer les modes de vie, car la logique de croissance ne serait plus soutenable. Mais l'homme moderne sera-t-il capable de se modérer de manière désintéressée pour un bien commun qui va à l'encontre de sa chère liberté individuelle? Cette modération sera-t-elle vécue comme un bien nécessaire ou comme une somme d'interdits? Même chez les esprits les plus lumineux, de Rousseau à Voltaire, ces concepts faisaient déjà débat. Si pour le premier, les excès corrompent les mœurs, pour le second, c'est la consommation qui favorisera le progrès. Alors, à qui le futur donnera-t-il raison? Et surtout, aurons-nous assez de raisons pour nous donner un futur? Monsieur Jean-Marc Jancovici, j'ai bien trop parlé et je vous cède très volontiers le pupitre. C'est parfait. Eh bien, écoutez, le lieutenant de réserve, ex-lieutenant de réserve, rayé des cadres, il y a très longtemps, est très content de se retrouver dans cet amphi. Je suis très content de me retrouver dans cet amphi parce que la question du rapport entre les sujets climat, les sujets énergie et les sujets de défense ça fait l'objet de peu de débats dans l'espace public.
Ça fait l'objet de peu de débats dans l'espace public, probablement parce que du côté de l'armée, qui ne s'appelle pas la Grande Muette pour rien, c'est normal qu'on ait peu d'expression dans l'espace public de toute façon. Et du côté des gens qui s'intéressent traditionnellement aux questions d'environnement, on va dire que la chose militaire, c'est quand même un peu cacaberque, parce qu'aller tuer son voisin, c'est quand même pas terrible. Et donc, il y a assez peu d'intérêt, pour ce que j'ai pu en constater, pour la réflexion sur à quoi ressemble une stratégie de défense dans le monde de demain, c'est-à-dire dans un monde qui va ou qui doit se décarboner et où la dérive climatique que nous avons mise en route va continuer et malheureusement probablement s'amplifier. Alors, je vais essayer de vous livrer quelques éléments de réflexion qui tournent autour de ce sujet. Donc, j'ai essayé pour une fois de faire une présentation à peu près adaptée à l'auditoire et j'espère ne pas m'être trop trompé. Voilà. Alors, vous savez que quand on parle d'armée, il y a un personnage assez incontournable dans ce pays, le Grand Charles. Et le Grand Charles, dans un discours qui est quand même assez connu, datant de juin 1940, avait déjà parfaitement compris à peu près l'essence de ce que je vais vous raconter ce soir, c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui de puissance militaire, en fait, on parle de kilowattheure. Il avait parfaitement compris que ce qui comptait dans la force brute, et un conflit militaire, c'est quand même un rapport de force brute, dans la force brute qui permettait éventuellement de l'emporter sur l'ennemi, il y avait un sujet absolument majeur, crucial, qui était la puissance mécanique, et la puissance mécanique, c'est une question d'énergie. Alors, de fait, au cours du temps, dans la grande transition que nous avons faite des énergies renouvelables aux énergies fossiles, il y en a une partie qui a concerné au premier chef les moyens que nous utilisons pour taper sur nos semblables. Ici, vous avez une cavalerie parfaitement renouvelable. Donc, vous voyez, vous avez un cheval parfaitement renouvelable, renouvelé dans une boucherie chevaline en fin de vie, et dessus, un cavalier parfaitement renouvelable, renouvelé en fin de vie quand il arrivait jusque-là. Voici un élément de la cavalerie moderne. Donc ici, vous avez le char français qui s'appelle le char Leclerc. Et comme vous pouvez le voir, le char Leclerc, il développe la même puissance que si on avait enlevé son moteur et attelé 1500 chevaux devant. Alors, 1500 chevaux attelés devant un char, c'est un peu moins simple à manier que le char tout seul avec son moteur à l'intérieur. Et vous comprenez par ailleurs pourquoi est-ce que dans les premières époques où il y avait encore de la confrontation entre les premiers blindés et les derniers chevaux, évidemment, les derniers chevaux n'avaient pas une chance face à ce genre d'engin. Ah, voilà, c'est allé très vite. Nous y sommes. Voici de la marine renouvelable. Alors, la marine renouvelable était faite en bois renouvelable et à l'intérieur, on mettait des galériens tout à fait renouvelés en général et l'essentiel du temps, on ne leur demandait pas trop leur avis. Alors, ce bateau, il est propulsé par des rames. Alors, j'ai compté, vous pouvez compter aussi, il y a 29 rames. On peut imaginer qu'il y en a 29 de l'autre côté parce que le bateau ne fait pas que des ronds. Et au bout de chaque rame, il y avait, dans les galères les plus puissantes, 4 à 5 personnes. Vous savez peut-être, certains d'entre vous, qui ont déjà écouté Multicalcul, et les autres, je vais vous le dire, un être humain au travail de force, il est capable de développer une puissance moyenne de l'ordre de 100 watts quand on lui demande un effort sur quelques heures. Il y a une vidéo qui tourne là, avec le champion du monde de cyclisme sur piste qui fait fonctionner un toaster en actionnant une dynamo, en pédalant comme un fou pendant 1 minute. Alors lui, il a des cuisses qui sont grosses comme mon torse et des bras qui sont grosses comme mes cuisses. Et au bout d'1 minute de pédalage, il est au bord de l'apoplexie. Et avec ça, il a quand même réussi à faire griller du pain. Donc il a actionné un grille-pain qui fait à peu près 700 watts, 800 watts, un truc comme ça, pendant 1 minute. Mais bon, c'est 1 minute et c'est le champion du monde du cyclisme sur piste. Si vous prenez un organisme normalement constitué, on va dire, on est plutôt aux alentours de 100 watts en puissance moyenne. Et donc, si vous avez 4 à 5 galériens par rame, eh bien, vous voyez, vous avez 4 à 500 watts par rame, x 60 rames, 5 x 6, 30, vous êtes à peu près à 30 kW de puissance pour cet engin. D'accord ? C'est pas beaucoup, 30 kW. C'est même pas la moitié de la puissance d'un moteur de voiture d'aujourd'hui. D'accord ? 500 personnes quand même. Alors bon, il fallait trouver 500 délinquants, mais à l'époque, c'était pas très dur. Voilà la frégate multimission de la marine française et quand on en exporte de la marine des autres. C'est un bateau dont le moteur est a une puissance de 30 MW. Donc 30 MW, c'est l'équivalent de 1000 galères. Dans ma galère, j'avais 300 galériens. Donc ce bateau, il développe la même puissance que si j'avais 300 000 galériens. D'accord ? Donc je prends 2 ou 3 arrondissements de Paris, la population totale de 2 ou 3 arrondissements de Paris,
et je les fais ramer, et ça me fait juste la puissance d'un bateau de la marine fossile. Alors évidemment, ça, c'était parfaitement renouvelable. Il n'y a pas de problème, ça, c'est fossile. Mais bon, vous voyez bien que... Et enfin, voici les débuts de la conquête des airs. Alors, je n'ai pas les moyens de calculer la puissance de ce truc-là, il faudrait que je le fasse, probablement qu'un jour où j'aurai le temps, j'arriverai à partir du bois brûlé, etc. Bon, bref, de l'air chaud. Mais enfin, bon, manifestement, ça ne faisait pas le poids devant ce genre de truc, qui, lui, développe une puissance de quelques dizaines de mégawatts, vous voyez. Donc, on n'a pas seulement passé nos modes de vie des énergies renouvelables aux énergies fossiles dans les usages civils, on l'a aussi fait, et c'est ce qui a permis de gagner les conflits, dans les usages militaires. L'armée américaine, avant Covid, alors je ne sais pas si maintenant le rapport est encore exactement le même, parce que la France a un peu baissé, mais avant Covid, l'armée américaine, à elle toute seule, je dis bien à elle toute seule, consommait le tiers du pétrole de la France, l'armée américaine. Et il y a quelques années, il y a longtemps, parce qu'il y a longtemps que je ne prends plus l'avion, j'avais été à Washington pour une intervention qui m'avait été demandée par la Banque mondiale, et j'en avais profité pour aller discuter au Pentagone avec un général 2 étoiles dont le seul métier, je dis bien le seul métier, était de discuter avec les fournisseurs d'avions de la Navy pour que les avions consomment le moins de carburant possible. Voilà, c'était ça son métier. Tellement l'armée américaine était un consommateur important de carburant. Alors certes, pour gagner la guerre, il faut avoir des engins puissants qui sont plus puissants que ceux d'en face, mais il faut également pouvoir les fabriquer. Vous avez ici la quantité d'acier qui est fabriquée par les divers pays du monde sur les derniers siècles. Alors, ce que vous voyez, depuis un siècle et demi, alors ce que vous voyez, évidemment, si vous regardez la partie droite du graphique, c'est l'explosion industrielle récente de la Chine. Vous voyez la production d'acier de la Chine, là, tout en haut, là, qui est absolument extraordinaire. Mais si vous regardez les périodes plus anciennes, et en particulier, si vous regardez l'avant-guerre, l'avant-seconde guerre mondiale, là, vous voyez, après la grande crise, là, les États-Unis, paf, vous voyez que le premier producteur d'acier dans le monde, et de très loin, c'est les États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là? Ça dit qu'en fait, c'était eux qui étaient les mieux partis pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce que ça dit. Parce que ça dit qu'ils avaient de quoi construire des usines, des villes pour héberger les ouvriers travaillant dans les usines, et évidemment l'acier pour construire des chars, des avions et des bateaux. Donc le fait qu'il y ait eu une fossilisation globale de l'économie très importante aux États-Unis est une explication parfaitement logique de pourquoi est-ce qu'ils ont été capables d'aligner très très rapidement des moyens militaires en quantité absolument faramineuse quand ils sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale. Le charbon, qui sert notamment à fabriquer l'acier, mais pas que, c'est également les États-Unis qui, avant-guerre, étaient les plus gros producteurs mondiaux. Et vous voyez qu'ils étaient suivis notamment par la Grande-Bretagne, qui était également à cette époque-là une très grande puissance industrielle en Europe, il ne faut pas l'oublier, et que ça explique pour partie aussi la capacité de résistance que les Anglais ont pu opposer aux Allemands à cette époque. Vous voyez derrière l'Allemagne, et vous voyez le rapport entre l'Allemagne et la France. Vous voyez que nous, on ne faisait pas le poids à cette époque-là, en termes de rapport d'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire de la force brute. Et vous voyez la Russie, ou plus exactement, à cette époque-là, l'URSS, qui était également un acteur de poids dans la fabrication d'acier. Donc, avant-guerre, vous avez déjà les cartes de la victoire de 1945 qui sont pour partie sur la table, en ce sens que dans cette confrontation de force brute qu'est un conflit, eh bien, vous voyez les protagonistes du conflit, de quels muscles ils disposent au moment où ils vont jeter les forces dans la bataille. Et c'est encore plus flagrant quand vous regardez ce qui permet d'actionner les engins de combat. En 1940, les États-Unis produisaient quasiment les 2/3 du pétrole mondial à eux tout seuls. Donc aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, vous avez probablement noté que les États-Unis sont redevenus, avec l'essor du shale oil, le premier producteur de pétrole mondial, mais en fait, ils n'ont fait que retrouver une place qui était la leur avant-guerre. Avant-guerre, ils produisaient, encore une fois, les 2/3 du pétrole mondial. Alors, cette affaire-là, elle explique également deux choses. Elle explique pourquoi est-ce que l'Axe, à terme, était condamné soit à trouver du pétrole ailleurs, soit à s'effondrer, parce qu'en fait, le seul producteur de pétrole significatif dans l'Axe, c'était la Roumanie,
Les autres n'en avaient pas. Les Japonais n'en avaient pas et les Allemands n'en avaient pas. Alors ils avaient des carburants de synthèse faits à partir de charbon, mais qui étaient de moins bonne qualité et qui étaient... Il y a notamment un épisode très intéressant qui est raconté dans le bouquin qui s'appelle Or Noir de Mathieu Ozano, dans lequel il explique que l'une des raisons pour lesquelles les Anglais ont gagné la bataille d'Angleterre, c'est que les Américains leur ont fourni des carburants d'origine pétrolière pour leur Spitfire, qui permettaient aux Spitfire de prendre la domination sur les Messerschmitt allemands, qui n'avaient que des carburants de synthèse fabriqués à partir de charbon, dont l'indice d'octane était plus bas. Donc là, vous avez également en filigrane les clés, j'ai envie de dire, de la victoire de 1945. Donc l'Axe avait très peu de pétrole, et vous avez également l'explication de Pearl Harbor, qui est également fournie dans le même bouquin de Mathieu Ozano. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pearl Harbor? Il s'est passé que les Japonais, le seul pétrole qu'ils avaient à leur disposition, c'est celui de ce qu'on appelait à l'époque les Indes néerlandaises, et ce qui s'appelle aujourd'hui l'Indonésie. Et ils ont été occupés l'Indonésie, et ils ont été zigouiller la marine de guerre du Pacifique américaine, enfin la marine de guerre américaine du Pacifique, en espérant qu'ils allaient pouvoir prendre les Américains de vitesse derrière, grâce à l'approvisionnement en pétrole qu'ils avaient sécurisé. Voilà. Bon, ils ont perdu leur pari, mais c'était ça le pari qu'ils avaient pris. Ça illustre bien l'importance stratégique, dès cette époque, encore une fois, de l'énergie dans la confrontation. Alors ça, c'est le passé. Et maintenant, le premier défi qui va se poser dans le futur aux forces armées, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec de moins en moins de pétrole? Parce que c'est bien ça la première question qui se pose. Alors ici, vous avez un travail, décidément, cette zapette est trop sensible. Vous avez un travail, le résultat d'un travail que nous avons effectué au Shift Project. Et vous voyez, il y a un petit logo que je me suis permis de reproduire, j'espère que je ne vais pas me faire poursuivre pour ça, qui est celui de la DGRIS. Alors la DGRIS, c'est la Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère de la Défense. Et j'ai mis ce petit logo parce qu'il se trouve que ce travail nous a été cofinancé par la DGRIS. Donc ce que je vais vous expliquer maintenant a été notamment payé pour partie par le ministère qui emploie un certain nombre de gens dans la salle. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec ce travail ? On est allé tirer par la manche 3 personnes qui sont respectivement un ancien analyste pétrole et gaz de l'Agence internationale de l'énergie, un ancien patron de l'exploration de Total. Donc l'exploration chez un pétrolier, c'est la personne qui cherche où se trouvent de nouveaux gisements, et l'ancien patron de l'évaluation des gisements. Chez un pétrolier, l'évaluation des gisements consiste à faire un pari sur combien de pétrole sortira du gisement une fois qu'on aura mis en place les infrastructures de production. Donc c'est monsieur 10 milliards, c'est celui qui décide s'il faut mettre 1, 5 ou 10 milliards sur la table, indépendamment de ce qu'on pense du pétrole par ailleurs, pour faire sortir le pétrole ou pas d'un gisement. Donc il a intérêt à savoir ce qu'il y a dedans, c'est juste ça. Et à ces 3-là, nous leur avons fourni une base de données de l'ensemble des gisements pétroliers dans le monde, qui était fournie par Reichstadt Energy. Il y a 3 sociétés dans le monde qui fournissent ce genre de données. Et on leur a demandé de nous faire un pronostic sur la quantité de pétrole qui allait être produite par les 16 premiers fournisseurs de l'Europe. Or, il se trouve que l'armée française se trouve, sauf erreur de ma part, en France, c'est-à-dire en Europe, et donc le carburant dont nous pouvons disposer, sauf à aller faire des OPA sur des puits à l'étranger quand on est en opération à l'étranger, mais c'est quand même pas très facile, eh bien, c'est essentiellement du carburant qui a commencé par être importé en Europe. Donc, ce que vous voyez là, c'est la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui se trouve également être la production des 16 premiers producteurs dans le monde, hors Brésil et Canada. Pourquoi hors Brésil et Canada? Parce qu'ils ne fournissent pas l'Europe, c'est pour ça qu'on n'a pas trop regardé, enfin, on n'a pas publié ce qu'on avait trouvé pour eux. Alors, vous avez là-dessus la production passée depuis 1950, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, qui monte extrêmement férocement jusqu'au choc pétrolier. Les chocs pétroliers ont marqué, en fait, il y a eu un événement militaire associé au choc pétrolier, mais en fait, le choc pétrolier aurait eu lieu quand même. En fait, la croissance de la production de pétrole à l'époque, que vous voyez sur ce graphique, elle n'était juste pas tenable pendant encore 10 ou 20 ans. Elle n'était juste pas tenable. Donc en fait, les chocs pétroliers, qui sont une rupture de pente, un changement de dérivée sur la croissance de la production de pétrole, de toute façon, c'était écrit. Ça ne pouvait pas ne pas se produire. Et ce que vous voyez, c'est le pronostic à partir de maintenant jusqu'en 2050 pour ces 16 pays. Vous voyez que d'ici à 2050, la meilleure estimation que nous ayons, à partir des données et du travail fait, c'est que la production des 16 premiers fournisseurs de l'Europe devrait être divisée par 2. Ce qui veut dire que leurs exportations vont être divisées par beaucoup plus que 2. Parce que bien évidemment, une fois que le pétrole baisse,
les pays producteurs vont conserver une fraction croissante du pétrole résiduel pour leurs propres usages. Parce que certes, comme nous, ils ont pris l'engagement d'être neutres, etc., mais enfin, ils ont aussi des gilets jaunes. Et donc, ils vont garder une fraction croissante du pétrole qu'ils produisent pour eux. Quand vous regardez des pays qui étaient exportateurs et qui ont passé leur pic de production, vous vous rendez compte que très peu de temps après, les exportations se mettent à baisser très, très férocement, voire ils peuvent devenir importateurs. C'est le cas de l'Indonésie, par exemple, qui est aujourd'hui importatrice. C'est le cas de l'Égypte, qui était productrice, exportatrice, et qui est devenue importatrice, etc. Le Mexique en est pas loin. Donc, ça a été le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Donc, vous avez donc, quand les pays producteurs vont passer leur pic, leurs exportations vont descendre beaucoup plus vite que leur production. Et donc, il y a un vrai sujet d'approvisionnement en carburant pour l'Europe. Alors, si c'est une division par deux, on peut imaginer qu'avec les plans qu'on a pour se décarboner, etc., ça passera. Si c'est par 20, même avec les plans ambitieux que nous avons, etc., ça va quand même poser un problème. Et ça va poser un problème, notamment aux moyens militaires, sauf à ce qu'on commence à arbitrer que c'est des moyens prioritaires. Et donc, on fera avancer les frégates et qu'on fera avancer les avions prioritairement aux voitures des banlieusards. Mais il va y avoir un vrai débat, nécessairement, qui va se mettre en place là-dessus. La même direction générale, la même DGRIS, nous a cofinancé, alors là également pour la petite histoire, ce travail nous a également été cofinancé par RTE, donc l'entreprise française qui s'occupe de transporter de l'électricité. Et on a confié à peu près à la même équipe, enfin pas tout à fait mais presque, avec la même base de données, le soin de nous faire un pronostic sur la production future de gaz cette fois-ci. Et là, il s'agit de la production mondiale. Donc vous avez le résultat sous vos yeux. La partie verte, c'est le gaz qu'on appelle conventionnel. Donc, en gros, c'est tout ce qui n'est pas gaz de schiste, gaz arctique, etc. Et les couches supérieures, là, les pelures d'oignon qu'il y a au-dessus, c'est tout le reste. Alors, ce que vous voyez, c'est que le gaz conventionnel, sa production n'augmente plus depuis 2010. Quelque chose que j'ai découvert, moi, avec ce travail. Et que si on prend tout type de gaz, en supposant qu'on se fiche du climat, eh bien, nous passerions mondialement le pic aux alentours de 2030. Donc il y a également un sujet sur le gaz. Alors le gaz, il est moins crucial directement pour les opérations des moyens militaires, enfin pour le char une fois qu'il est sur son terrain de combat. Mais par contre, il n'est pas complètement neutre pour fabriquer le char, parce que même le char, il est fabriqué avec de la pétrochimie, et le gaz sert notamment aujourd'hui à alimenter la pétrochimie. Alors c'est pas tout d'être sur le théâtre d'opération et de se battre. En fait, il faut également avoir une base arrière. Par exemple, les soldats ont besoin de manger. Alors en fait, là, ce que je vous ai montré, c'est qu'on avait confié aux machines le soin de faire la guerre, très clairement, hein, on a confié aux machines le soin de faire la guerre, mais on a également confié aux machines le soin de s'occuper de la base arrière. Alors par exemple, quand les soldats mangent, ils mobilisent également des machines. Donc en fait, ils mobilisent également de l'énergie fossile à tous les étages. Quand on mange aujourd'hui, dans tous les pays occidentaux, nous mobilisons à notre profit des tracteurs. Alors les tracteurs, il faut des énergies fossiles pour les fabriquer, puisque c'est fait en acier, et il faut des énergies fossiles pour les faire avancer. Nous mobilisons également, donc il faut du pétrole, et il faut également du gaz, parce que aujourd'hui, quand nous mangeons en Occident, nous mangeons à partir de cultures qui ont été fertilisées avec des engrais et qui ont été protégées contre les micro-organismes et parfois contre les macro-organismes avec ce qu'on appelle des pesticides. Tout ça, c'est de la chimie organique. Donc ça vient du pétrole et du gaz. Les cultures sont également fertilisées avec de la potasse et des phosphates. Là, ici, vous avez une mine de phosphate, par exemple. Donc, pour exploiter une mine de phosphate, il faut des machines. Donc, nous avons également ces machines-là qui interviennent quand nous mangeons. Il faut des machines pour transporter les récoltes, il faut des machines pour les transformer, parce que c'est peu probable que sur le théâtre d'opération, comme vous, du reste dans votre vie, le soldat récupère des épis de blé, les passe à la meule, fabrique la farine, puis fabrique le pain, etc. C'est quand même pas vraiment ça qu'il fait. Il touche sa ration. Du reste, en général, les rations qu'on a quand on est en opération, c'est pas terrible. Enfin, à mon époque, c'était vraiment pas terrible. Mais c'est des aliments transformés.
Et donc, ça veut dire qu'il y a également des machines qui sont intervenues dans l'affaire pour transformer les matières premières agricoles et en faire les aliments, les rations de combat, qui vont être mangés par les soldats. Bon, l'eau en bouteille, ça, il en faut dans un certain nombre d'endroits dans lesquels c'est compliqué de s'approvisionner directement dans le fleuve ou directement au robinet. Et puis, vous avez également la logistique qui va avec, le froid, le chaud, la cuisson, les camions, etc. Alors ça vaut pour le soldat, mais ça vaut également pour la population dans son ensemble. Parce que le fait que nous soyons aujourd'hui très raisonnablement débarrassés collectivement des tâches agricoles et des tâches de préparation des aliments, puisque, en gros, vous avez 10% de la population qui s'occupe de travailler dans l'agriculture ou dans l'industrie agroalimentaire, laisse aux 90% restants la possibilité ou de faire la guerre ou de travailler chez Dassault pour préparer la guerre. Donc l'infrastructure des machines a également considérablement augmenté les capacités de préparer les conflits et de mettre du progrès technique dans les armées. Et Dieu sait qu'une large partie du progrès technique qui bénéficie aujourd'hui aux gens dans leur vie civile a trouvé, heureusement ou malheureusement, la faute à notre code génétique, son origine dans des usages militaires. Tous ceux d'entre vous là, qui en ont marre de m'écouter et qui vont commencer à tapoter sur leur smartphone, eh bien, vous allez utiliser un dérivé d'un réseau de communication qui avait été mis au point par le département de la Défense américain, ARPANET, qui a débouché sur Internet. Et il y a plein d'autres trucs comme ça qui, quand vous relisez l'histoire, en fait, on s'est mis à avoir des usages civils de technologies qui étaient au début essentiellement des technologies militaires. Donc le fait qu'on ait mis des machines partout, j'y reviens, dans l'alimentation, ça prépare la base arrière qui va modifier très fortement la tournure des conflits. Alors les soldats vont rarement au combat tout nus, même si c'était permis par la loi, ils ne le feraient pas, parce que bon, pas très adapté à aller se battre. Et là, c'est pareil, il faut fabriquer des vêtements. Et on a également, dans le fait de fabriquer des vêtements, mobilisé des machines à tous les étages. C'est vrai dans la vie civile, évidemment, c'est vrai dans la vie militaire, c'est vrai partout. Donc quand on fabrique des vêtements, par exemple, si on utilise du coton, eh bien, on va mobiliser à notre profit des machines comme celle-ci qui moissonnent le coton après l'avoir planté. Si on a des fibres synthétiques, et je pense qu'il y a quelques fibres synthétiques dans le pactage actuel du militaire, on va trouver ça quelque part, eh bien, à ce moment, on mobilise à notre profit toute la chaîne de la chimie organique, donc à nouveau des plateformes pétrolières, du gaz, de la transformation aval, des raffineries, des vapocraqueurs, etc., des machines pour filer. Donc là, c'est exactement pareil. Vous avez des armées de machines. Là, c'est pour tout le métal. La tenue du militaire comporte également du métal. Il a des, voilà, même avant d'avoir des exosquelettes. Donc ça veut dire qu'on mobilise également à notre profit dans cette histoire des mines métalliques de toutes sortes. On fabrique du verre, on fabrique, etc. Bon, bref. Donc la base arrière, là aussi, il est évident que si avant d'aller au combat, le militaire, il devait filer lui-même ses vêtements, il doit aller repasser lui-même ses chemises, ça je me rappelle. Sinon il est foutu au trou s'il y a un pli de travers. Mais par contre, s'il devait faire lui-même ses vêtements, vous comprenez bien que ça serait un peu moins, il serait un peu moins productif. Voilà. Donc là, j'insiste également sur le fait que la tournure des conflits n'a pas été seulement modifiée par la force brute amenée directement sur le champ de bataille, mais également par la force brute amenée dans toute l'infrastructure amont qui a totalement déformé les sociétés humaines. Il y a également, alors cette affaire-là va également poser un problème que je vais résumer sous forme économique. Donc tenez-vous bien, les militaires devraient être des ennemis de la sobriété, parce que la sobriété dans la société dans son ensemble va nécessairement poser la question de l'affaiblissement de la base arrière qui fournit une partie du muscle à la défense. Nécessairement. C'est une des contradictions qu'on va devoir gérer. Un petit calcul que certains d'entre vous connaissent probablement, si on regarde la puissance globale de l'ensemble du parc de machines qui est disponible sur Terre, donc ça c'est pour préparer ma conclusion économique que je vous fais ça, la puissance globale de l'ensemble du parc de machines disponible sur Terre, en gros, un petit calcul d'ordre de grandeur permet d'arriver à la conclusion que ce parc de machines a démultiplié la puissance musculaire des individus, des hommes et des femmes par 200, de l'humanité par 200. Alors, c'est notamment ça que vous retrouvez dans les multiples extraordinaires que je vous ai montrés tout à l'heure, extraordinaires au sens de hors de l'ordinaire,
que je vous ai montré tout à l'heure entre les moyens de combat renouvelables et les moyens de combat qui ne le sont pas, les moyens de combat fossiles. Alors ce multiple, il est un peu moins important à l'échelle de l'humanité dans son ensemble, d'abord parce que tous les pays du monde n'ont pas des frégates multimissions et des chars Leclerc, hein, il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas ça, mais il est quand même très conséquent, en gros de l'ordre d'un facteur de 100. Alors cette affaire-là a une conséquence, c'est que la quantité de transformation que nous sommes aujourd'hui capables d'opérer dans le monde grâce aux machines, elle est en gros 200 fois plus importante que si on n'avait que les muscles de l'humanité pour transformer la matière autour de nous. Ce qui veut dire que la base arrière, qui profite notamment aux militaires quand ils ont besoin d'aller se battre, s'il n'y avait pas l'énergie abondante, s'il n'y avait pas l'énergie fossile, elle serait 200 fois plus faible. C'est une autre manière de dire la même chose. Alors, traduit en termes économiques, ça veut dire que le PIB mondial, dont vous voyez qu'il suit depuis quelques décennies au moins l'énergie utilisée, c'est-à-dire en fait le parc de machines en service, eh bien, il est directement fonction, l'économie mondiale est directement fonction de la quantité de machines qu'on peut faire fonctionner. Et ça rejaillit nécessairement sur un certain nombre d'usages, dont la défense. Alors, il se trouve qu'en France, quand on regarde comment évolue la variation de l'approvisionnement énergétique de notre pays sur les 50 dernières années, on est capable de lire, en fait, ce qui nous arrive sur le plan économique. Vous voyez, il y a 60 ans maintenant, presque, l'énergie en France augmentait chaque année, allez, on va dire à peu près de 5% par an. Et c'est l'époque où le PIB français augmentait de 5 à 6% par an aussi. C'est l'époque des 30 Glorieuses, c'est l'époque où tout le monde s'équipe en maison, en machine à laver, en voiture, etc. Et où Johnny se met à chanter. Et puis vous voyez qu'avec le temps, vous avez ce taux de croissance qui baisse, que les chocs pétroliers que vous voyez là et là, en fait, c'est juste des accidents de parcours sur une tendance lourde qui, elle, est beaucoup plus marquée, avec une baisse régulière du taux de croissance de l'approvisionnement énergétique. En 2008, on passe par l'origine, 0, et depuis, le taux de croissance est devenu un taux de décroissance. C'est-à-dire que chaque année, nous avons en tendance de moins en moins d'énergie qui rentre dans le pays. Et l'inversion date de 2008. Alors qu'est-ce qui se passe en 2008 ? Est-ce que nous avons tout d'un coup élu un exécutif qui prend le problème climatique à bras-le-corps, qui met la tonne de carbone à 300 € et qui baisse la vitesse sur autoroute à 60 km/h ? Non, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Il s'est passé qu'on est passé par le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, qui a notamment provoqué la crise dite des subprimes, et que ça a mis un énorme coup de frein à l'activité économique dans la totalité des pays de l'OCDE. En fait, si je vous montrais ça dans la zone OCDE dans son ensemble, vous auriez exactement la même évolution, et si je vous montrais ça dans tous les autres pays, etc. Bon, alors, il y a quelques pays qui s'échappent un peu avec des exportations, mais globalement, ça s'est fait un peu dans tous les pays de l'OCDE, à peu près pareil. Et ça vous explique pourquoi la croissance de l'économie française a également décéléré de plus en plus depuis cette époque-là. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce que dans un pays qui est de moins en moins en croissance et qui, à mon sens, va passer au sens de l'économie vraie dans pas très longtemps dans une forme de récession structurelle, nous avons un tout petit sujet qui s'appelle le budget. Nous avons un tout petit sujet qui s'appelle le budget, puisque l'essentiel des recettes de l'État sont des fractions du PIB. La TVA, c'est une fraction du PIB. C'est une fraction des dépenses des ménages, c'est une fraction du PIB. Les charges sociales, c'est une fraction du PIB. L'impôt sur le revenu, c'est une fraction du PIB. L'impôt sur le bénéfice des sociétés, c'est une fraction du PIB. Les seuls impôts qui ne sont pas des impôts qui sont une fraction du PIB, c'est des impôts qui sont basés sur des actifs. La taxe foncière, ça, ce n'est pas un impôt qui est une fraction du PIB. Encore que la valorisation de l'immobilier, elle-même, est en lien avec le PIB. La taxe qu'on avait sur les téléviseurs, ça, c'est une taxe qui est indépendante du PIB. D'accord ? Mais les recettes de l'État qui sont indépendantes du PIB ou raisonnablement indépendantes du PIB sont nécessairement des impôts de stock, d'accord ? Des impôts qui sont assis sur des actifs. C'est ceux en général qu'on n'aime pas quand on a beaucoup d'actifs. Et quand on a beaucoup d'actifs, on est souvent proche du pouvoir. Donc en général, c'est plutôt les impôts. Voilà, on met un coup d'ISF et puis on l'enlève et puis on le remet. Enfin bon, bref. Mais ce n'est pas une fraction significative des recettes fiscales du pays. La fraction significative des recettes fiscales du pays, c'est des fractions, c'est prélevé
sur les flux, c'est-à-dire c'est prélevé sur le PIB. Qu'est-ce que ça veut dire pour la grande muette, cette histoire? Ça veut dire que dans un contexte dans lequel le PIB n'est plus en croissance, les recettes fiscales ne sont plus en croissance, et les moyens de l'État ne sont plus en croissance. Et donc, les arbitrages budgétaires vont devenir beaucoup plus violents. Beaucoup plus violents. Ce que vous vivez depuis quelques années, parce que des arbitrages budgétaires, ça ne date pas d'aujourd'hui, d'accord ? En fait, ça préfigure quelque chose qui, en toute bonne logique, devrait s'amplifier. Alors, il n'y a pas que pour l'armée que ça devrait s'amplifier. Ce que je suis en train de vous dire va également s'amplifier pour l'hôpital, ça va également s'amplifier pour l'enseignement, ça va, etc. On va commencer à avoir des vrais sujets d'arbitrage de la dépense publique. Alors, on peut compenser ça en disant on s'endette encore et on crée une dette perpétuelle, c'est une possibilité. On fait une pyramide de Ponzi perpétuelle, voilà. Mais au bout du bout, si on se rappelle que ce que nous allouons au fond, ce sont des moyens physiques, ça revient quand même à se poser la question de savoir si notre acier, on le met dans construire un logement de plus ou dans construire un char. Voilà, ça c'est quand même une question qu'on va nécessairement être obligé de se poser. Celle-là, on va nécessairement... Alors aujourd'hui, on la traduit de manière macroscopique à travers des arbitrages budgétaires, mais si je la retraduis de manière physique, c'est exactement ça, la question qu'on va devoir se poser. Et les compétences que nous avons, quand on a des ingénieurs qui savent faire des structures, c'est pareil, la question se posera de savoir si on doit les coller dans la rénovation du bâtiment ou la construction des trains, ou dans la fabrication de nouveaux porte-avions. Voilà, on va devoir se poser ce genre de questions, probablement. Encore une fois, je l'illustre à travers la contrainte budgétaire, mais elle ne fait que de traduire de manière transversale, avec une unité imparfaite, c'est-à-dire les euros, une vraie contrainte. On va avoir un dernier petit sujet. Aujourd'hui, il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a plus une seule mine de fer en activité en France. D'où vient le fer des Charles Leclerc? Pas de France. On est d'accord, jusque-là. Bon. Donc nous importons tous les matériaux dont nous avons besoin. Alors, il n'y a pas que pour faire des Charles Leclerc qu'on importe les matériaux. On importe également le minerai de fer pour faire les voitures et les constructions. Alors, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi ça n'a pas posé de problème? Parce que, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, depuis 1970, honneur aux Suisses dans la salle, beaucoup plus logique que les Français, j'ai jamais compris pourquoi les Français disaient 70, mais bon, ouais, on dit bien 50 et pas 40-10, mais bon. Eh bien, depuis 1970, vous voyez que la part des échanges dans le PIB mondial a considérablement augmenté. On était à peu près à 25% et on est monté à peu près à 60%. C'est la mondialisation. La mondialisation, ça veut dire qu'en gros, ce que vous consommez peut être raisonnablement disjoint de l'endroit où c'est produit. C'est ça la mondialisation. Et du reste, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Essayez d'aller chez un distributeur, Métro chez vous, Ikea chez nous, et d'acheter une casserole, vous verrez que la probabilité qu'elle soit made in chez nous est quand même pas très élevée. Et c'est pareil pour les vêtements. En Suisse, c'est même pareil pour les voitures. Enfin voilà, donc c'est pareil en gros pour tous les objets de consommation. Ça s'appelle la mondialisation. Alors la mondialisation, elle est passée à date par un maximum au moment du maximum de la production de pétrole conventionnel. Et depuis, elle commence à décliner. Vous comprenez bien que dans un monde qui n'aura plus de pétrole du tout, alors je ne sais pas à quelle date nous sommes, je ne sais pas si c'est dans un siècle, dans 2 siècles, dans 50 ans, ou dans... Bon, bref. Mais dans un monde qui n'a plus de pétrole du tout, la mondialisation deviendra croupion. Parce que quand vous avez un porte-conteneur ou un minéralier de 300 000 tonnes, vous n'allez pas le faire avancer à la voile. Vous n'allez pas non plus le faire avancer avec des galériens, même si vous avez beaucoup de galériens. Vous n'avez, et du reste les militaires le savent bien, qu'un seul moyen de puissance décarboné, ça s'appelle le nucléaire. Donc vous n'avez qu'un seul moyen de puissance décarboné, c'est le nucléaire. Donc pour faire avancer un gros bâtiment, hors combustible fossile, il n'y a qu'un seul truc qui fonctionne, c'est un réacteur. Voilà. La voile, ça ne marchera pas. Ce qui veut dire que dans un monde qui n'a plus de pétrole, comme aujourd'hui vous avez 40 000 bateaux de fort tonnage dans le monde, et que je doute qu'on nucléarise 40 000 bateaux de fort tonnage dans les 30 ans qui viennent, dans un monde qui est en décrue pétrolière rapide, vous allez avoir une décrue de la mondialisation. Et une décrue de la mondialisation, ça veut dire que ça sera physiquement plus difficile de faire venir en France l'acier que nous n'avons plus, enfin le fer que nous n'avons plus, le cuivre que nous n'avons pas, l'étain que nous n'avons pas, le plomb que nous n'avons pas, l'or que nous n'avons pas, il doit en rester un peu à celle-ci, mais enfin pas beaucoup, etc. Il n'y a pas que l'uranium dans cette affaire, parce que je sais que l'uranium est un truc qui obsède les gens. Non, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est un problème parmi 92. Il y a 92 éléments dans le tableau de Mendeleïev. Bon. On va avoir un vrai sujet avec plein d'autres métaux dans un monde qui se démondialise.
Et là, c'est pareil, on devra choisir si le cuivre résiduel, on le colle dans une éolienne ou on le colle dans un char Leclerc. Voilà, ça va faire partie des choses. Bien évidemment, beaucoup de gens qui s'intéressent à l'environnement, moi le premier, ne souhaitent pas qu'il y ait des conflits. Et je le redis, dans le discours public, comme une bonne partie de la mouvance environnementale, en gros, n'aime pas trop parler des occasions de se tuer les uns les autres, a raison. Les questions que je suis en train de poser là, qui sont des questions réelles, quand même, les individus étant ce qu'ils sont des questions qui aujourd'hui sont très, très, pour prendre un terme militaire, sous l'écran radar. Les théâtres d'opération ont changé à cause de l'énergie. On en parlait avec le général juste avant de démarrer cette conférence. La guerre de 1914 était une guerre essentiellement rurale. On n'a mis pas les tranchées dans les villes, on a mis les tranchées en dehors des villes. La guerre de 1945, en 39-45, était déjà une guerre beaucoup plus urbaine. Alors pourquoi est-ce que les théâtres d'opération ont changé? Tout simplement parce que les gens n'habitent plus au même endroit, parce que les richesses, entre guillemets, les centres de pouvoir, les trucs névralgiques, sont plus au même endroit. En 1900 ou en 1850, le truc névralgique, c'était l'agriculture et c'était les endroits où les lieux de pouvoir, là où il y avait le roi ou son équivalent, etc. Après, c'était plutôt les usines. Les alliés, les forces aériennes alliées, ils ont plutôt bombardé les usines que bombardé les champs. Voilà, c'était plutôt ça qu'on allait chercher. Donc les théâtres d'opération ont changé. Alors, les villes, elles ont beaucoup grossi à cause de l'énergie. Voici Lutèce. Lutèce, c'est l'île de la Cité, plus 3 bricoles autour. Je ne sais pas combien il y a d'Américains, parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui qui habitent dans l'île de la Cité, mais enfin, on va dire quelques milliers. Donc Lutèce, il y a peut-être 3 Suisses, rigolez pas, qui sont planqués dans l'île de la Cité aussi. Donc Lutèce faisait à peu près 10 000 personnes. Pourquoi est-ce que Lutèce faisait que 10 000 personnes et pas beaucoup plus? Parce que la première fonction des civils comme des militaires, ou plutôt exactement la première nécessité, c'est de manger. À l'époque de Lutèce, l'énergie est rare, renouvelable mais rare, ou plus exactement rare par rapport à aujourd'hui, précisément parce que renouvelable, malheureusement. Et donc, pour faire manger une ville, vous n'avez à votre disposition que ce qui est dégagé comme surplus agricole à une distance de la ville qui est quelques jours de transport. Parce qu'au-delà de quelques jours de transport, ça commence à devenir compliqué de faire venir des animaux vivants, ça commence à devenir compliqué de faire venir des récoltes sans qu'elles prennent la pluie, etc. Bon, bref, quelques jours de transport, un peu plus loin, mais bon, en gros. Surtout pour les pondéreux, les céréales. Le surplus agricole à l'époque est très faible. Un agriculteur, enfin un paysan, il arrive à se nourrir lui et il arrive à nourrir une fraction de personnes qui fait autre chose. C'est ça le ratio. Et en quelques jours de transport, à pied ou en charrette à bœuf, vous n'allez pas très loin. Donc le surplus agricole dégagé par un disque dont le rayon est 3 jours de marche à pied, pour dire les choses simplement, ça permet de faire vivre 10 000 personnes. Bon, alors les riches dans Lutèce arrivent quand même à faire venir des olives d'un peu loin, un peu d'huile d'olive, je ne sais pas quoi, un peu de vin, mais globalement, c'est ça l'idée. Avec l'énergie très abondante, on a été capable de faire considérablement grossir les villes pour plusieurs raisons. D'abord, on a vidé les campagnes en remplaçant les gens par des tracteurs et des usines d'engrais. Ensuite, on a mis les gens dans les périphéries des villes, qui se sont retrouvés plus tard, du reste un peu dans la ville, dans des usines, mais enfin ça a fait grossir la conurbation. Puis on a fini par mettre les gens dans des bureaux qui sont également situés en ville. Tout ça, en fait, est le reflet de la croissance de l'approvisionnement énergétique. Les gens sont dans les bureaux parce que les machines bossent à notre place. Donc nous, on a le temps d'être dans un amphi à écouter un troubadour en train de pérorer. Parce que Jacouille la fripouille passerait la tête là par la porte et il dirait que vous êtes en train d'écouter un troubadour. Si vous lui expliquez que vous êtes en train de travailler, il se marre. Parce qu'à son époque, travailler, c'est pas du tout être assis dans un fauteuil à écouter quelqu'un. Ça, c'est le noble qui fait ça, pas le brave paysan. Donc, les machines travaillant à notre place, on a pu se mettre dans les bureaux à contrôler les machines qui sont maintenant dans les champs. Bon, il y a quelques agriculteurs, et dans les usines, bon, il y a quelques ouvriers, mais globalement, voilà, les machines qui bossent partout ailleurs. Et comme c'est quand même plus pratique, quand on veut contrôler les systèmes, d'être tous les uns à côté des autres pour communiquer, eh bien, on s'est rassemblés, tous autant que nous sommes, dans les villes. Aujourd'hui, 80% de la population française est urbaine. Alors, ce mouvement, il a été général sur Terre. Vous voyez ici la fraction en Chine de la population qui habite en ville en fonction de l'approvisionnement énergétique par personne. Eh bien, vous avez exactement la même évolution que celle que nous avons eue en France, c'est-à-dire plus il y a d'énergie par personne, plus il y a de machines au travail, plus il y a de machines au travail, plus les gens se mettent dans les villes. Ce qui veut dire qu'une civilisation très urbaine est une civilisation très dépendante de l'énergie abondante.
C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, je vous ai pris un pays pas très loin de la France, le Maroc, où de temps en temps il y a quelques petites échauffourées au sud du reste, et vous voyez qu'on a également la même évolution, et on a la même évolution dans le monde. Donc en fait, voici une image qui est issue du Monde sans fin, et qui représente la façon dont les pays occidentaux ont construit le monde avec l'abondance énergétique. Nous avons construit une métropolis avec quelques personnes, quelques paysans dans leurs tracteurs, quelques ouvriers dans leurs usines, essentiellement des machines au travail, et nous avons mis une armée de cols blancs, certains d'entre eux portant des galons, dans des bureaux à l'étage au-dessus, pour contrôler l'ensemble du système. Alors bien évidemment, si je reviens à la question militaire, ça veut dire que notamment pour déstabiliser un pays, ce n'est pas nécessaire d'aller tuer les gens qui sont là, il suffit d'aller s'occuper de mettre un peu le bazar dans le système qui est en dessous. Ça suffit. Aujourd'hui, si par exemple en France on supprimait les camions, on ferait mourir de faim les villes. Parce qu'il n'y aurait plus les moyens logistiques d'acheminer de la nourriture. Ce n'est pas avec les 3 fermes verticales qui font pousser 2 fraises dans Paris que vous allez nourrir les Parisiens. Ce n'est même pas en mangeant les pigeons, ce qui serait pourtant une bonne idée, il y en a trop. Mais il y a aussi trop de Parisiens. Donc, vous comprenez bien que sans camions, demain matin, j'insiste, les grandes villes meurent de faim. Si nous sommes dans un conflit dans lequel l'ennemi a notamment pour vocation de nous couper les routes de l'approvisionnement énergétique, le système que nous avons bâti aujourd'hui est considérablement plus vulnérable que le système plus rural que nous avions il y a un siècle. Considérablement plus vulnérable. Alors, dans cette affaire, là, je vous ai parlé de la partie amont, c'est-à-dire la dépendance de notre civilisation à l'énergie, et notamment la dépendance de l'appareil militaire à l'énergie, pour donner corps à la maxime du Grand Charles. Maintenant, on va s'occuper de l'autre versant de l'affaire, qui est également un sujet pour les forces armées, c'est-à-dire le changement climatique. Alors, le changement climatique trouve son origine dans le fait que l'espèce humaine est en train de modifier à grande vitesse la composition chimique de l'atmosphère. Dans l'atmosphère, vous avez, comme vous le savez probablement, 80% d'azote, qui ne nous fait rien, ni du bien ni du mal, 20% d'oxygène, qu'on apprécie plutôt d'avoir à respirer, plus quelques gaz mineurs. Dans les gaz mineurs qui sont présents dans l'atmosphère depuis très longtemps, vous avez notamment du méthane, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Et ces gaz-là, plus d'autres, s'appellent des gaz à effet de serre. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle des gaz à effet de serre? Pour une raison très simple, c'est qu'ils créent un effet de serre, c'est-à-dire qu'ils augmentent la quantité d'énergie qui reste confinée près du sol. La raison pour laquelle ils créent cet effet, c'est que c'est des gaz, pour ceux d'entre vous qui ont fait des vieilles études de physique dans l'assistance, c'est des gaz qui possèdent des raies d'absorption dans l'infrarouge terrestre. Voilà, c'est ça un gaz à effet de serre. Par définition, un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui possède des raies d'absorption, c'est-à-dire qu'il est opaque à certaines longueurs d'onde émises par la surface terrestre. À partir du moment où vous en rajoutez dans l'atmosphère, vous augmentez l'opacité de l'atmosphère aux infrarouges terrestres, et à partir de là, vous confinez l'énergie plus près du sol. Donc l'effet de serre, c'est un système de modification du profil vertical de température dans l'atmosphère. L'atmosphère près du sol se réchauffe, et corrélativement, ça c'est un truc qui va intéresser les aviateurs, la température de la stratosphère diminue, parce que si vous interceptez plus de rayonnement près de la surface, il y en a moins qui va être intercepté provenant du bas par la haute atmosphère, et donc on va refroidir la haute atmosphère. Une des marques absolument indubitables du fait que c'est bien l'espèce humaine qui a modifié le climat depuis les années 70, c'est que les ballons-sondes qui permettent de mesurer la température de la stratosphère depuis ces années-là montrent un refroidissement continu de la stratosphère depuis les années 70. Je suis désolé, je ne referai plus. Et ça, c'est encore une fois totalement incohérent avec un surplus de rayonnement solaire, parce qu'un surplus de rayonnement solaire enverrait plus d'ultraviolets sur la Terre et donc réchaufferait la stratosphère au travers de l'interception de ces ultraviolets par l'ozone, alors que plus d'effet de serre refroidit la stratosphère parce qu'il y a plus de rayonnement qui est intercepté, de rayonnement terrestre qui est intercepté dans les basses couches de l'atmosphère. Donc il y a juste zéro débat sur le fait que ce qu'on est en train d'observer en ce moment, ça ne peut pas être le soleil, ça ne peut pas être des variations naturelles du climat, c'est dû à l'espèce humaine. Zéro débat sur les faits scientifiques. Donc du coup, ça veut dire que la différence de température, et j'y reviendrai après pour une des modifications que ça va engendrer, la différence de température entre le sol et la stratosphère va augmenter. Donc ça va augmenter la puissance de la convection atmosphérique.
Donc, les planeurs militaires vont être un peu plus secoués. Voilà. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Donc, on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Je vais venir avant à une nouvelle un peu moins sympathique. Dans les gaz à effet de serre que nous rajoutons dans l'atmosphère, il y a notamment le dioxyde de carbone, qui est donc le principal d'entre eux. Alors, le dictionnaire étant bien fait, le dioxyde de carbone est un oxyde, c'est-à-dire que c'est une espèce qui est chimiquement très stable. Et en particulier, il n'a pas de processus spontané d'épuration tant qu'il est dans l'air. Pour que le dioxyde de carbone soit retiré de l'atmosphère, il faut qu'il se trouve au contact du sol, où là, il va être retiré soit par l'action de la végétation avec l'aide de l'énergie solaire, c'est pour ça qu'on parle de photosynthèse, il y a photon dans photosynthèse, il faut l'énergie du soleil pour casser la molécule de CO2 en deux, sinon elle ne se casse pas, elle est trop stable. Et l'autre processus qui peut retirer du CO2 de l'atmosphère, c'est par dissolution dans l'eau océanique. Et là aussi, pour ceux d'entre vous à qui ça rappelle des vieux souvenirs, c'est un équilibrage de pression partielle entre l'atmosphère et l'océan. Donc s'il y a plus de place dans l'océan pour y mettre du CO2 en provenance de l'atmosphère, crac, ça passe dans ce sens-là, mais c'est réversible. C'est réversible. En particulier, si on chauffe l'océan, la solubilité en CO2 diminue, et à ce moment, il peut recracher une partie du CO2 qu'il contient. À cause de cette très grande stabilité du CO2 dans l'air, tant qu'il est dans l'air, et de la lenteur des processus de soustraction de l'atmosphère, la dérive climatique que nous avons engendrée est pour partie irréversible. Alors, pour être plus précis, nous avons créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère. Un jour, on finira bien par arrêter les émissions. Eh bien, un siècle après arrêt des émissions, la moitié, une petite moitié du surplus de CO2 qui a été créé sera toujours dans l'air. Un millier d'années après arrêt des émissions, un quart du surplus que nous avons créé sera toujours dans l'air. Et 10 000 ans après arrêt des émissions, entre 10 et 15% du surplus de CO2 que nous avons créé sera toujours dans l'air. Ce qui veut dire que l'état de l'atmosphère pré-industrielle, nous ne le retrouverons jamais du restant des temps historiques. Jamais. Et comme une partie des conséquences dont je vais parler maintenant sont liées à ce surplus de CO2, ça veut dire que pour certaines conséquences, la dérive climatique que nous avons mise en route est désormais inarrêtable. Ce qui est encore en notre pouvoir, c'est d'en modérer l'ampleur, et il est urgent de le faire. Mais il faut comprendre que l'état de très grande stabilité du climat qui avait marqué le système Terre sur les 10 000 dernières années, avant qu'on commence à faire joujou avec le charbon et le pétrole, eh bien, cette stabilité du climat, et qui a notamment permis la sédentarisation de notre espèce, donc les conflits armés, eh bien, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera plus, malheureusement. Donc, à partir de maintenant, nous allons devoir vivre dans un climat instable. Voilà, évidemment, ce n'est pas très sympathique. Et là, vous me voyez venir avec le thème de ce soir, quelque chose d'instable. En général, ce n'est pas terrible pour la paix. Malheureusement. Ce problème-là va s'échelonner sur des durées de temps qui, évidemment, dépassent l'entendement parce qu'il dépasse une vie humaine. Alors, vous êtes morts bien avant, dans 60 ans, pour une bonne partie des gens qui sont dans la salle, notamment ceux qui, comme moi, ont moins de cheveux, plus de cheveux du tout ou des cheveux gris. Il se trouve que j'avais fait cette planche pour mes étudiants au début, et puis j'ai eu la flemme de la modifier quand je m'adressais à des gens plus âgés. Mais non, voilà, donc ça va s'échelonner. Et le problème, c'est que ça va très au-delà d'un mandat électoral, d'une stratégie de long terme dans une entreprise, qui est dans une entreprise cotée, qui est 3 ans les bonnes années et 6 mois les mauvaises, ça dépend du cours de l'action. Et ça va même très au-delà d'une loi de programmation militaire. Donc on est en train de parler d'un processus qui s'échelonne sur des pas de temps qui sont totalement disproportionnés par rapport aux pas de temps que nous utilisons classiquement pour gérer nos petites affaires civiles ou militaires. C'est l'un des problèmes majeurs de cette affaire. Alors si on parle un peu de la déstabilisation que nous risquons, voici une carte qui représente les écosystèmes installés en Europe sur les siècles écoulés. Alors j'ai mis actuel, mais en fait c'est plutôt sur les siècles écoulés, parce qu'ils ont malheureusement commencé à souffrir, les écosystèmes, à partir du moment où on ne les supprime pas pour faire des choses essentielles comme le camp de Cangeer, c'est des choses accessoires comme des champs, des routes et des écoles. Donc si on ne supprime pas les écosystèmes pour y laisser place à des infrastructures ou des occupations humaines, eh bien nous avons en Europe essentiellement des forêts, c'est-à-dire, ou nous avions plus exactement, essentiellement des forêts, c'est-à-dire des grosses espèces végétales, parce qu'il pleut suffisamment et il fait ni trop froid ni trop chaud. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors il y a 20 000 ans,
le climat planétaire est très différent. Nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire et il fait beaucoup plus froid. La géographie européenne, en conséquence, ne ressemble pas du tout à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. D'abord, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez le plaisir de temps en temps de faire des manœuvres arrosées de vodka avec vos amis suédois, mais à l'époque, c'est sûr que non, parce qu'il n'y a pas de Suédois, ils sont sous la glace, et il n'y a pas plus de Norvégiens, il n'y a pas plus de Finlandais, tous ces braves gens sont sous la glace. Le nord de la Sibérie est sous la glace également, et les Canadiens, Tabernacle, sont également sous la glace. Et enfin, s'il y a des gens qui viennent du sud-ouest ici, j'ai une bonne nouvelle pour vous, les Irlandais sont sous la glace. Les Écossais aussi, mais les Écossais, on arrive à les battre au rugby, ça c'est déjà plus facile. Voilà, il y a d'énormes calottes de glace donc, qui recouvrent le nord de l'Europe. L'eau qui constitue ces calottes de glace provient d'un énorme transfert qu'il y a eu en provenance de l'océan. Donc l'eau s'est évaporée, c'est tombé sous forme de neige, et puis il y a eu un énorme transfert comme ça. Et comme la tectonique des plaques n'a pas fondamentalement modifié le fond de l'océan depuis cette époque, le niveau de l'océan est plus bas de 120 mètres. Voilà, donc il n'y a pas de Brexit, parce que une continuité territoriale. Donc tous les conflits qu'il y a eu entre la France et la Grande-Bretagne, ça aurait été des conflits régionaux et pas des conflits entre nations, ou peut-être pas en tout cas. Et puis il n'y a pas de club de régate pour aller régater sur la Manche, puis il n'y a pas de Manche. Les écosystèmes étant, le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec parce que dans un climat plus froid, vous avez moins d'évaporation, donc moins de précipitations. Et en gros, dans une Europe qui ressemble à ce qu'il y a actuellement au nord de la Sibérie, la totalité de la population française, c'est les effectifs actuels de l'armée, c'est-à-dire à peu près 100 000 personnes. Voilà ce qu'est la totalité de la population française à l'époque, dans un climat glaciaire. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, ça s'est évidemment opéré dans le cadre d'un climat qui s'est réchauffé. Eh bien, le réchauffement planétaire qui a conduit à cette modification des paysages européens, c'est à peu près 4 à 5 degrés de hausse en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que la planète a faite pour nous dans le passé, consistant à réchauffer le climat de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Alors évidemment, ça a été une très bonne affaire pour nous, parce qu'à cette époque-là, il y avait quelques groupes de chasseurs-cueilleurs occupés à courir derrière les mammouths et à manger des érelles, et ça a rendu cultivables toutes les moyennes latitudes. Le nord de la Sibérie, aujourd'hui, n'est pas vraiment cultivable, on ne fait pas vraiment pousser des champs de blé, il y a quelques rennes et quelques renards arctiques, et il n'y a pas beaucoup de troupeaux d'éleveurs, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Donc ça a été une très bonne affaire à cette époque-là. Mais aujourd'hui, réchauffer le climat de quelques degrés en un siècle, c'est-à-dire 100 fois plus rapidement, en appliquant ça à une population sédentaire de 8 milliards d'individus, vous comprenez bien que malheureusement, la conséquence la plus vraisemblable, c'est que ça va donner beaucoup de boulot aux gens dans cette salle. C'est malheureusement la conséquence la plus vraisemblable. Il est évident qu'un monde qui va déstabiliser à une telle vitesse les conditions de sociétés sédentaires qui ne peuvent plus, comme à l'époque, prendre leur petit baluchon sur le dos dans lequel il y aurait les usines, les écoles, les ponts, les stations d'épuration et Notre-Dame pour aller installer tout ça ailleurs, on ne peut pas faire ça. Hein. Et puis aller où ? Ou bien vous êtes ailleurs où il y a déjà des infrastructures pour vivre comme ici et vous emmerdez quelqu'un et donc on se bat. Ou bien ailleurs, il n'y a pas d'infrastructure parce qu'il n'y a personne, mais s'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'infrastructure. Donc vous retournez dans les cavernes avec une peau de bête. Non. Donc vous comprenez bien que la pression que ça va exercer sur des milliards d'individus sédentaires, avec la vitesse du changement, va malheureusement, je vais rentrer un peu dans le détail, mais va malheureusement être à l'évidence un ferment de conflit majeur. Donc il va falloir beaucoup de courage pour garder la tête froide dans ce genre de situation. Beaucoup de courage. Dans les quelques conséquences, ici vous avez 4 cartes qui vous représentent en 2050 à gauche et en 2100 à droite, et, oui c'est ça, et avec un scénario de réchauffement de 2 degrés en haut et un scénario de réchauffement de 4 degrés en 2100 en bas. Le nombre de jours par an, c'est le code couleur que vous avez sur la gauche, là, où les conditions extérieures seront potentiellement mortelles sur Terre pour un individu en bonne santé. D'accord ? Quelqu'un qui passe les tests de recrutement à l'armée. Alors, ce que vous voyez, c'est que dès 2050, et même pour un scénario de réchauffement à 2 degrés, alors il faut savoir que dans les scénarios de réchauffement à 2 degrés, en fait, les 2 degrés, on les atteint quasiment dès 2050. Hein, mais bon. Vous voyez qu'il y a à peu près 1 milliard d'individus, donc une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest,
toute l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Inde, une partie de la Chine et une partie du nord de l'Amérique du Sud, qui se retrouvent dans des endroits où plus d'un jour sur deux, il est impossible de sortir à l'extérieur sans risquer sa peau. Alors pourquoi ça ? Ceux d'entre vous qui sont allés sur des théâtres d'opération sous les tropiques, enfin exactement à l'équateur, le savent, parce que vous vous retrouvez dans des zones dans lesquelles la température de l'air dépasse la température de votre peau, donc vous ne pouvez pas refroidir votre corps par contact avec l'air, et le degré d'humidité de l'air est tellement élevé que vous avez beaucoup de mal à refroidir votre corps en évaporant votre sueur. Parce que ce n'est pas la transpiration qui vous refroidit, c'est la chaleur latente d'évaporation de la sueur une fois qu'elle est sur votre peau. Si vous transpirez à grosses gouttes sans pouvoir évaporer d'eau, vous ne vous refroidissez pas. Pour se refroidir, il faut de la chaleur latente d'évaporation. Donc ça veut dire que dans ces régions-là, plus d'un jour sur deux, vous aurez un taux d'humidité approchant les 100% avec une température excédant les 35 degrés. En gros, c'est ça que vous aurez. Question, si vous avez 1 à voire 2 milliards d'individus qui sont dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils vont rester tranquilles ? Est-ce qu'ils vont rester calmes ? Est-ce qu'ils vont rester là où ils sont ? Probablement pas. Alors, quand vous avez des masses pareilles d'individus qui bougent, ils ne viennent pas tous chez nous. Pas tous, n'en déplaise à Mme Le Pen. Mais par contre, ils vont bouger pas loin de chez eux. Et ils vont emmerder du monde pas loin de chez eux. Et de proche en proche, comme ça va augmenter la conflictualité dans un nombre croissant de régions dans le monde. Alors ça peut donner lieu à des guerres civiles, ça peut donner lieu à des guerres entre États, ça peut donner lieu à des fortes tensions, je ne suis pas devin. En tout cas, ça ne va pas dans le bon sens. Dans le monde qui va se réchauffer à cause de l'effet de serre accru, il va y avoir un apparent paradoxe, c'est qu'une bonne partie des sols vont s'assécher. Alors c'est un apparent paradoxe parce que dans un monde plus chaud, il y a plus d'évaporation, il y a une capacité d'emport en vapeur d'eau de l'atmosphère qui augmente, et donc on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de précipitations. Globalement, ça va bien être le cas. Manque de chance pour nous, l'essentiel du surplus de précipitations va tomber sur le Pacifique équatorial, où il est assez difficile de faire pousser du blé. Au-dessus des terres émergées, vous allez avoir un certain nombre de processus qui vont se combiner pour assécher les sols. D'abord, les pluies vont tomber sous forme d'épisodes intenses de façon plus fréquente. Si vous avez la même quantité de pluie qui tombe, mais que c'est 2 fois par an, comme en Italie la semaine dernière, ce n'est pas ça qui vous humidifie les sols. Parce qu'à ce moment-là, tout part à la mer, après vous avoir inondé la baraque, et ça n'a pas le temps de s'infiltrer dans les sols. D'accord ? Là, il est tombé la semaine dernière en Italie, dans certaines régions, alors que l'Italie était très sèche, il est tombé l'équivalent de 6 mois de précipitation d'un coup. Plouf ! Bon. Ce genre d'épisode va augmenter. Mais ce genre d'épisode, encore une fois, ça fait des grosses inondations, mais ce n'est pas bon pour la recharge des sols. La deuxième chose qui va augmenter, c'est l'évaporation en provenance des sols, puisque si la température augmente, certes l'évaporation des océans augmente, mais l'évaporation des sols augmente aussi. Et si on combine les deux, il y a beaucoup de régions dans le monde où les sols vont s'assécher. Et il y a en particulier une région qui nous concerne au premier chef. Là où l'assèchement va être le plus marqué, c'est le pourtour du bassin méditerranéen, c'est-à-dire notre région. Notre région. Du reste, j'ai un ami qui est un ancien amiral, je ne sais pas si on est ancien amiral honoraire, je ne sais pas comment on dit, il n'est plus d'actif, qui a fondé à Toulon une fondation qui s'intéresse à la question de stratégie à l'intérieur de la Méditerranée, notamment sous l'effet des tensions provenant du réchauffement climatique. Et j'invite les gens dans cette salle à aller consulter les travaux qu'il fait, parce que je pense que ce n'est pas totalement sans lien avec le sujet que j'évoque ce soir. Pascal Hausseur, il s'appelle. À partir de son nom, vous retrouverez la fondation. FMES, Fondation méditerranéenne pour les études stratégiques, je crois. Ce que vous voyez sur cette carte, c'est donc que le pourtour du bassin méditerranéen va férocement s'assécher. Alors c'est déjà dans l'actualité. Il ne vous aura pas échappé que l'Espagne, en ce moment, est en train de vivre une sécheresse, alors au regard du passé, historique, au regard du futur, je ne sais pas, peut-être douce. Pareil au Maroc. Le Maroc vit en ce moment une sécheresse absolument dantesque. Déjà l'année dernière, ils ont perdu une partie de leur récolte de céréales, à peu près la moitié, je crois. Alors pour le moment, c'est la mondialisation heureuse pour eux aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils exportent plein de phosphates, donc ils peuvent importer de la nourriture. Ça dure combien de temps cette histoire ? Bon. C'est pareil en Égypte, c'est pareil en Algérie. Et quand vous regardez les déclencheurs du printemps arabe, il y a une dizaine d'années, vous y trouvez 2 éléments qui sont d'ordre climatique et un qui est d'ordre énergétique.
Celui qui est d'ordre énergétique, c'est le pic de production du pétrole en 2008 qui fiche le pastis dans les économies occidentales et qui supprime les touristes. Perte de recettes pour ces pays-là. Les deux déterminants climatiques, c'est la sécheresse endémique que vous avez sur le pourtour du bassin méditerranéen qui interdit à ces populations d'être autosuffisantes en alimentation. Et le deuxième déterminant, c'est la canicule qu'il y a eu en Russie en 2010, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui a quasiment divisé par deux la production de céréales cette année-là. Et le conflit actuel en Ukraine vous rappelle que cette région, la Russie et l'Ukraine, sont des gros exportateurs de céréales. Résultat, le prix de la nourriture monte au plafond dans ces pays-là, qui sont obligés d'importer alors qu'ils n'ont plus de recettes à l'exportation parce qu'il n'y a pas de touristes, et c'est les émeutes. Le seul pays où il n'y a pas d'émeutes, c'est l'Algérie, parce qu'ils conservent leurs exportations d'hydrocarbures. Donc vous avez déjà, dans le pourtour du bassin méditerranéen, une lecture possible du degré de tension qu'il peut y avoir associé aux paramètres énergie et climat, et aucun des deux ne va malheureusement aller dans le bon sens à l'avenir. L'Algérie va passer son pic de production du pétrole et du gaz, donc l'Algérie va avoir un problème croissant de paiement de dépenses sociales, parce que leurs recettes à l'exportation vont baisser. Donc là, vous avez un petit sujet sur la production agricole, évidemment, et vous avez un petit sujet sur les écosystèmes. Le petit sujet sur la production agricole a conduit le GIEC, dans un rapport sur les terres qui date d'il y a quelques années maintenant, 4 ans je crois, à publier ce graphique, dans lequel il disait qu'à partir de 2,5 degrés, on va dire, de réchauffement climatique, donc je vais y arriver, c'est sur la droite, voilà, à partir de 2,5 degrés de réchauffement global, qu'on est parti pour atteindre, on aurait une insécurité alimentaire généralisée sur Terre. Et si vous regardez l'histoire, vous savez que les gens qui avaient à manger et qui n'ont plus à manger, ceux qui n'ont jamais eu à manger, ils ne sont jamais très dangereux parce qu'ils sont très faibles, ils ne vont pas très loin, ils n'ont pas fait des civilisations avec des chars et des avions, etc. Ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui ont eu à manger, qui ont fait des chars et des avions et qui n'ont plus à manger. Voilà, ceux-là, ils sont très très dangereux. Ce que vous voyez là, c'est le risque que ce genre de détresse-là augmente. Et bien évidemment, ce n'est pas une bonne affaire pour nous. Il va également y avoir une pression sur la biodiversité. Alors ça, pour être très franc, je ne sais pas dans quelle mesure ça enquiquine vraiment les militaires, de savoir qu'il y ait moins d'alouettes et moins de mésanges. Enfin, ça les enquiquine peut-être comme individus. Mais en ce qu'ils sont militaires, je ne sais pas si c'est un vrai problème, si ça va les empêcher de faire la guerre ou les empêcher de la préparer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un peu plus désagréable pour les civils. Donc ce que vous avez ici, c'est l'érosion de la biodiversité, essentiellement par destruction d'habitats, ou par destruction directe d'espèces, dans un monde qui se réchauffe de 2 degrés, donc là il s'agit de 2 degrés, c'est-à-dire l'objectif politique actuel, je vous rappelle. Donc dans un monde qui se réchauffe de 2 degrés, ce que vous voyez c'est que 80% des zones considérées aujourd'hui comme étant de haute importance pour la biodiversité subissent des pertes massives de biodiversité. Rien qu'à 2 degrés. En fait, rien qu'à 1,2 degré, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, il y a déjà 15% des coraux qui sont morts, par exemple. Donc voilà, donc malheureusement ça aussi c'est en route. L'inflammabilité des forêts françaises va augmenter, pas que françaises du reste, toutes les moyennes latitudes. Pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité, vous voyez ce qui se passe au Canada en ce moment. Et à nouveau, malheureusement, c'est que le début. Alors ça peut avoir une incidence sur l'armée. Pourquoi ? Parce qu'il arrive que l'armée, de temps en temps, soit réquisitionnée pour des tâches civiles. Par exemple, protéger les populations contre les dangers liés aux catastrophes naturelles. Donc il n'est pas exclu qu'à l'avenir, il y ait une réquisition croissante des forces militaires pour aller s'occuper des gens qui seront pris au piège des inondations, des incendies, etc. Voilà. Accessoirement, moi je trouve ça dommage de voir les forêts brûler. Mais si je m'en tiens strictement aux implications sur les forces militaires, ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier. Alors pourquoi ils vont s'intensifier ? À cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, à cause de la différence de température qui augmente entre la stratosphère et la basse atmosphère, et donc de la puissance des mouvements convectifs qui va globalement augmenter. Alors les modèles sont capables de documenter ça sur les ouragans, qui sont des phénomènes de grande échelle et qu'on est capable de traiter avec des modèles climatiques qui ont une maille qui fait 150 km de côté. Les modèles climatiques ne sont pas capables de documenter ça sur des phénomènes de petite échelle, typiquement les orages. Mais enfin, si vous regardez l'actualité météorologique de ces dernières décennies, il n'est pas non plus exclu de penser, par exemple, on a eu un épisode de grêle juste totalement hallucinant l'année dernière, il n'est pas totalement exclu de penser qu'en toute bonne logique, ça devrait aussi s'appliquer à des phénomènes de plus petite échelle.
Parce qu'à partir du moment où vous avez un gradient de température qui augmente, ma foi, la puissance de la pompe convective, elle augmente partout où il y a des mouvements convectifs, y compris pour les cumulonimbus, probablement. Alors, là aussi, même motif, même punition, exactement comme pour les incendies ou les inondations, s'il y a de plus en plus de populations qui sont en détresse à la suite du passage d'un ouragan, ça peut mobiliser les forces armées pour ce genre de choses. L'océan va monter. Alors, il va monter, le niveau de l'océan, d'abord parce que l'eau chaude occupe plus de volume que l'eau froide. Vous savez, quand on chauffe l'eau, elle se dilate. Et donc, l'expansion thermique de l'eau va faire monter le niveau des océans. Mais sur le long terme, ce qui va dominer, c'est la fonte des glaces terrestres. Alors, la fonte des glaces terrestres, il y a des petits glaciers, le glacier des Bossons, voilà, le glacier du Mont Blanc, même si c'est un glacier que j'aime bien, la mer de glace, c'est quand même petit à l'échelle planétaire. Les gros glaçons, c'est les calottes, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. Alors, le Groenland a déjà commencé à fondre, et à partir de maintenant, il y a des processus de rétroaction positive qui font qu'il va continuer à fondre, quoi qu'on fasse. La seule question, c'est quelle est la partie qui ne fondra pas, parce qu'elle sera située dans une cuvette, etc. Enfin, bon, c'est la seule question. Donc là, il va y avoir 3 à 6 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial en l'espace de quelques siècles. Et il y a un risque majeur sur ce qu'on appelle l'Antarctique de l'Ouest, et même une partie de l'Antarctique de l'Est. Donc l'Antarctique de l'Ouest, c'est la partie qui regarde le Chili, là, c'est cette partie-là, avec la terre de feu qui se trouve par là. Et il y a même une partie de l'Antarctique de l'Est, là, cette partie-là, qui est à risque également. Alors, dans les deux cas de figure, le risque provient de la même raison. L'Antarctique est pour une large part posé sur un socle rocheux qui est sous-marin, ce qui veut dire que le bas de la calotte est en contact direct avec l'eau. Si l'eau devient plus chaude et si l'eau se surélève, ça grignote par le bas les langues terminales des glaciers, ça les affaiblit, ça fait glisser les glaciers plus vite vers la mer, l'eau s'infiltre dans les cavités sous-marines sous les glaciers, puisque les glaciers, le socle rocheux est sous-marin, etc. Et il y a un risque de déstabilisation de l'ensemble de la calotte qui se trouve par ailleurs être une espèce de château de cartes de glaciers arc-boutés les uns contre les autres, tenant l'ensemble en équilibre. Alors il y a un risque qui est documenté sur l'Antarctique de l'Ouest où ça pourrait se désintégrer à partir de 1,5 degré de réchauffement climatique. Dit autrement, ça risque vraiment d'arriver. Et là, on a 3 à 4 mètres d'eau en plus dans l'océan mondial. Et on a une partie de l'Antarctique de l'Est qui est à risque également, à des valeurs un peu supérieures. Ce qui veut dire que c'est comme dans les contrats d'assurance, si vous lisez bien les petites lignes, en 2300, alors bon, en 2300, vous serez mort, et le porte-avions Charles de Gaulle aussi. Mais quand même, en 2300, il y a un risque que l'océan mondial monte de plus de 15 mètres par rapport à aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus un seul port en activité dans le monde, parce que toutes les villes portuaires sont aujourd'hui multiséculaires, à peu de choses près, et vous ne reconstruisez pas le port 15 mètres au-dessus quand, en 2300 ou en 2200, vous n'avez plus une goutte de pétrole à votre disposition. Ou en tout cas, vous n'en reconstruirez plus autant qu'aujourd'hui. Donc il y a un petit sujet, là aussi. Alors, dès avant ça, je ne vous ai pas mis la carte, j'aurais dû la mettre, la quantité de submersion marine, c'est-à-dire des phénomènes de type Xynthia, vont être multipliés par plusieurs centaines, je dis bien plusieurs centaines, d'ici à 2100. Plusieurs centaines. Donc ça pose un problème, évidemment, au pays dans son ensemble, mais ça pose en particulier un problème pour les infrastructures portuaires de l'armée. Par exemple, l'île Longue, face au relèvement du niveau de la mer, qu'est-ce que ça devient ? Voilà. Alors ça tombe bien, il n'y a que des sous-marins, peut-être qu'on peut les laisser sous l'eau en permanence, je ne sais pas. Et comme dans un bon James Bond, la mettre un tuyau pour faire... Mais bon, voilà. Mais il y a des sujets qui se posent aussi à l'armée en ce qui concerne ces infrastructures. L'océan va s'acidifier. Alors ça ne va pas dissoudre les bateaux, on ne va pas passer en pH acide. Par contre, ça va poser un problème à la vie marine. Alors ça va également poser un problème à l'armée, un petit problème, je ne sais pas. Vous vous rappellerez probablement qu'on a sorti la canonnière il y a quelques années pour aller repousser quelques bateaux de pêche espagnols dont on considérait qu'ils n'avaient rien à faire chez nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Bon. Il se trouve que la vie marine ayant tendance à s'affaiblir, alors pas que à cause de l'acidification de l'océan, beaucoup à cause de la surpêche, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, on ait aussi un tout petit sujet de défense des zones de pêche françaises, et donc on mobilise à nouveau les moyens militaires pour aller essayer de préserver les quelques poissons qui nous restent face à l'appétit des pêcheurs qui viennent d'ailleurs. Bon, ça, j'ai pas le temps, donc je passe. Alors, dans les militaires, il y a les gendarmes de haute montagne.
Donc là, je vais faire un petit couplet sur les gendarmes de haute montagne. Voilà, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, des gens du PGHM. S'il y en a, je les salue. Et donc un petit couplet. Ici, vous avez une face d'une aiguille de Chamonix qui s'appelle les Drues. Les Drues, c'est une des montagnes mythiques de la vallée. Et en particulier, il y avait un pilier tout aussi mythique sur les Drues qui s'appelait le pilier Bonatti. Eh bien, à cause du réchauffement climatique, le pilier Bonatti est descendu dans la vallée. Plouf! Alors, pourquoi est-ce que le pilier Bonatti est descendu dans la vallée? Parce que ce qui tient la montagne à haute altitude, c'est notamment le permafrost. Parce que quand vous êtes à 4000 mètres d'altitude, que vous soyez à côté du Weisshorn ou à côté du Mont Blanc, hein, j'ai pas raté mon coup là, eh bien, vous avez des températures qui, l'essentiel de l'année, sont négatives, et donc vous avez du permafrost à l'intérieur de la montagne. Quand le permafrost commence à dégeler, eh bien, vous avez une partie du ciment qui tient les rochers de la montagne qui peut cesser d'être efficace, et à ce moment, il y a un bout de la montagne qui se casse la gueule. Vous avez également un phénomène de gel-dégel dans les fissures qui va jouer. Alors, tant que c'est en dessous de zéro en permanence, vous n'avez pas de dégel, donc vous n'avez pas de problème. Mais quand vous avez gel-dégel, comme vous savez, la glace occupe plus de volume que l'eau, et donc vous avez un phénomène de bélier cryogénique, quelque part, qui peut finir éventuellement par faire descendre le pilier des Drues. Voilà, donc ça c'était un petit clin d'œil, enfin je ne sais pas si c'est un clin d'œil, pour les militaires qui vont sauver des victimes en haute montagne, qui seront également un peu plus mobilisés, peut-être. L'été dernier, je ne sais pas si vous avez eu cette information, mais les guides refusaient de monter sur le Cervin, qui est un tas de cailloux pourris maintenus en place par le gel, justement. La première cordée qui a fait le Cervin, il y a une personne sur deux qui est parvenue. Les guides ont refusé de monter sur le Cervin l'été dernier à cause de l'excès de la température tellement importante qu'ils avaient peur de se prendre un bout de la montagne sur la figure. Bon, alors ça ne concerne que les gens riches qui ont les moyens de faire l'alpinisme, mais ça concerne un petit peu aussi, encore une fois, les militaires qui auront peut-être à faire face aux conséquences d'éboulements de terrain, ou d'éboulements de montagne, plus exactement, de plus en plus fréquents à l'avenir. Voilà, alors je ne vais pas encore faire la longue liste. Il y a un vrai risque de ralentissement de la dérive nord-atlantique, qui est la prolongation du Gulf Stream qui amène de la chaleur en Europe en allant mourir au sud du Groenland. C'est pareil, si ce truc-là commence à se modifier à large échelle, la modification régionale des climats mettra nécessairement le pastis en Europe, et ce n'est pas exclu que ça donne aussi du travail aux gens dans cette salle. Les maladies endémiques vont voir leur zone se déplacer. Alors ça concerne la santé des militaires quand ils sont sur leur théâtre d'opération, parce que comme tout le monde, ils peuvent tomber malades. Bon, il y a des phénomènes d'amplification possibles, etc. Et puis, je vais garder le meilleur pour la fin, nous ne sommes pas au restaurant où vous avez une carte avec tous les plats qui sont très exactement décrits à l'avance, et vous n'avez que ces plats-là et rien que ces plats-là. D'accord ? Enfin, si vous faites vraiment les yeux doux au serveur ou à la serveuse, vous pouvez avoir une petite exception avec un gros supplément. Mais globalement, c'est surtout dans les restaurants parisiens. Donc là. En gros, vous avez une liste finie. Voilà. Là, malheureusement, on n'a pas une liste finie d'emmerdements qui peuvent nous tomber sur la figure, parce que nous sommes en train de faire une expérience pour la première fois. Et chacun sait que quand on fait une expérience pour la première fois, la seule chose de certaine, c'est qu'on ne sait pas tout à l'avance. Les militaires sont bien placés pour le savoir, puisque normalement, vous avez des organisations qui vous permettent de faire face à un nombre raisonnable de surprises. Je dis bien raisonnable. Donc là, on va avoir un vrai sujet aussi de préparation face à l'imprévu. Alors ça concerne évidemment les activités civiles, mais pas que, ça va aussi concerner les activités militaires. Et je vais finir par ça. Je vois le micro qui se déplace, donc j'ai compris le signe. Mais c'est bien, j'arrive à la fin. Je vais finir par ça, qui est l'ampleur du défi si on ne veut pas se prendre des conséquences massives du réchauffement climatique sur la figure, qui va nous ramener au point de départ, c'est-à-dire la sobriété et sa répartition entre activités civiles et activités militaires, avant même de parler de la répartition au sein même des activités civiles. Comme le CO2 est une espèce chimique extrêmement stable dans l'atmosphère, la seule chose qui compte pour avoir l'élévation de température de l'atmosphère à un instant donné, c'est combien de CO2 on a mis dans l'atmosphère jusqu'à maintenant. À fin 2022, depuis le début de l'ère industrielle, et essentiellement depuis le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité a mis dans l'atmosphère à peu près 2400 milliards de tonnes de CO2, conduisant au réchauffement de 1,2 degré dont je vous ai parlé tout à l'heure, et lequel réchauffement de 1,2 degré a déjà tué 15% des coraux et tuera
20 à 30% de la forêt française à climat constant. 20%, allez. Parce que les arbres sont déjà hors de leur zone de confort sur le long terme. Si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré, ce qui est l'objectif politique actuel, il faut limiter les émissions cumulées de l'humanité à 3 000 milliards de tonnes, dont 2 400 ont déjà été émises. D'accord ? Vous aviez 3 000 € de budget, vous en avez déjà dépensé 2 400, vous en reste 600. D'accord avec moi ? Vous ne pouvez pas en dépenser plus que 600. Ce qui veut dire que tenir les 1,5 degrés, c'est émettre collectivement, d'ici à la fin du siècle, le quart de ce que nous avons émis sur les 100, voire les 80 ans qui viennent de s'écouler, le quart, avec une population qui était en moyenne 2,5 fois moins nombreuse sur la période. Ça revient à dire que le budget carbone d'un bébé qui naît aujourd'hui est le 10e sur sa vie du budget carbone de ses grands-parents qui meurent aujourd'hui. Et comme le carbone, c'est l'énergie, et l'énergie, c'est les biens de consommation industrielle que nous avons à notre disposition, ça revient quelque part à dire que le scénario 1,5 degré, c'est accepter de façon délibérée que le pouvoir d'achat sur sa vie entière d'un bébé qui naît aujourd'hui soit le 10e du pouvoir d'achat de ses grands-parents qui meurent aujourd'hui. Voilà, c'est ça que ça revient à dire, en gros. Tous les gens qui pensent qu'on ne va pas y arriver pensent nécessairement, je ne vous dis pas ce que je pense moi, pensent nécessairement que toutes les conséquences que je viens de décrire vont s'appliquer de manière plus ample, avec évidemment les risques de conflit associés. Si on veut les 2 degrés, on est un peu plus lâche, on a droit à 3600, dont 2400 déjà émises. Mon bébé, il a droit au 5e du pouvoir d'achat de ses grands-parents sur sa vie durant. Mais en gros, du pouvoir d'achat matériel, j'entends. Je ne parle pas du pouvoir d'achat culturel, spirituel, etc. Matériel. Les mètres carrés, les tonnes, les kilos, les machins, les trucs, voilà, les mètres carrés de moquette, les kilos de jouets à Noël, enfin voilà, des trucs comme ça. Les kilos de nourriture, tout ça. Vous comprenez bien qu'on est face à quelque chose qui est extrêmement dur. Et donc, je n'ai pas fini le titre. Soit tu auras la guerre, soit tu auras l'économie de guerre. En gros, c'est la conclusion de cette affaire. L'économie de guerre, c'est la diminution des émissions de 5% par an qu'il faudrait avoir à partir de maintenant, tous les ans, pour être capable de tenir les 2 degrés. Ce qui, je peux vous le dire de plusieurs manières, revient à avoir chaque année un Covid supplémentaire, puisque l'année du Covid, on a baissé les émissions planétaires de 5%. Eh bien, post-Covid, on ne remet pas l'économie dans l'état dans lequel elle était avant le Covid, on la garde comme elle est, puis on rajoute un Covid supplémentaire. D'accord ? Donc on demande au pangolin ou au laboratoire de Wuhan, je ne sais pas exactement, de nous mettre une 2e saloperie en circulation. Puis l'année d'après, une 3e, etc. C'est ça que ça veut dire. Sinon, je vais prendre un parallèle, un point historique militaire, là pour le coup. 5% de baisse des émissions, c'est également ce que nous avons eu sur Terre en 1945, c'est-à-dire l'année de l'éradication de l'appareil industriel de l'Allemagne et du Japon. Voilà, ça fait 5% de baisse aussi. Et il faudrait avoir 5% de baisse tous les ans, à partir de maintenant, pour tenir les 2 degrés. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas longtemps dans un journal qui s'appelle Ecological Economics, qui a été vulgarisé sur un site de vulgarisation de la recherche qui s'appelle The Conversation, je ne sais pas si ça vous connaissez, et dont le titre est « Faudra-t-il se mettre en économie de guerre pour respecter les accords de Paris ?» Et si vous faites une réponse brutale que les auteurs ne font pas, mais que moi je fais quand vous lisez l'article, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'il faut doubler la formation brute de capital fixe, passer de 20 à 40%, mettre tout le monde au travail, baisser la consommation, et voilà, en gros, c'est exactement ça, donc ça s'appelle une économie de guerre. Voilà, donc c'est ça la fin de cet exposé extrêmement réjouissant, ce jeudi à un peu plus de 18h30. Et maintenant, je m'arrête, et s'il y a des questions, c'est bien volontiers. Pardon, je vous précise que j'ai une règle paritaire pour les questions. Donc c'est successivement un homme, une femme, voilà. Et je ne déroge pas. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Alors, je suis consultant en intelligence économique pour Gazelle Énergie. Ma question, ce serait sur les sanctions, notamment énergétiques, qu'on a mis vis-à-vis de la Russie.
quelles conséquences pour l'Europe, là, pour les années à venir? Comment vous analysez La conséquence pour l'Europe, c'est qu'on a fait un pari qui était que, bien évidemment, il n'y a pas eu de connexion entre les sanctions envers la Russie et la décarbonation, par ailleurs planifiée, Fit for 55, etc., de l'Europe. On n'a pas du tout fait la connexion entre les deux. Et le pari qui a été fait au moment où on a pris ces sanctions, c'est qu'on pourrait très facilement se retourner en termes de pétrole et de gaz vers d'autres fournisseurs. On est en train de se rendre compte que ce n'est pas si simple que ça, pour plein de raisons. Ce qui veut dire qu'on a fait le pari, en fait, avec ces sanctions, d'aller un peu plus vite vers la décarbonation subie de nos activités. Et ça va se faire essentiellement par suppression d'usage. Donc on va avoir des problèmes, on a déjà du reste, on a eu des problèmes de prix qui ont conduit les gens à baisser leur consommation. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas si facile que ça de se retourner? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai montré sur la production de pétrole, en fait, la production de pétrole des 16 premiers fournisseurs de l'Europe ne retrouvera pas probablement post-Covid son niveau d'avant-Covid, mais même pour l'ensemble des pays dans le monde, c'est probablement le cas aussi. À date, le maximum historique de la production de pétrole dans le monde, c'était novembre 2018. Ce qui veut dire que si on se prive du pétrole russe, qui représentait un tiers des importations européennes, on n'a pas d'autre endroit où le trouver, sauf à jouer à un jeu de chaises musicales qui revient à ne pas sanctionner Poutine, c'est-à-dire les Russes se mettent à vendre leur pétrole à d'autres personnes qui, du coup, ne l'achètent plus aux producteurs auxquels ils l'achetaient avant, qui, du coup, peuvent nous le vendre. Mais ça n'empêche pas les Russes d'exporter leur pétrole, parce que, de toute façon, on est au taquet, question production mondiale. Et ce qui se passe en pratique, et du reste que la presse commence à évoquer, c'est que les Russes vendent leur pétrole aux Indiens, qu'ils raffinent et qu'ils nous le vendent. Voilà. Bon. En ce qui concerne le gaz, alors là, c'est un peu plus sportif. On a compensé une partie de l'utilisation du gaz qu'on utilisait en utilisant plus de charbon dans la production électrique. On en a compensé une partie grâce au réchauffement climatique qui a fait un hiver très doux l'hiver dernier, donc la consommation de gaz pour le chauffage, qui est un gros usage, a été plus basse. Et puis, par ailleurs, le niveau de prix a fait que la consommation a été encore plus basse. Donc les gens ont sorti des couettes et des pulls et ils ont consommé moins de gaz. Et il y en a une partie qu'on a réussi à compenser avec du GNL, mais une partie seulement, dont en ce moment les infrastructures sont en construction partout. Mais ça ne compense pas un pour un l'approvisionnement qui venait de Russie. Voilà. Alors, qui est la femme qui se dévoue? J'ai une main qui est levée là. Non? Ah ben non, il y avait une autre là-bas. Pour après. Déjà, merci beaucoup pour la conférence ce soir. Je voulais vous demander, parce qu'aujourd'hui, on peut voir que la guerre, elle se fait de plus en plus dans le cyberespace. Et on sait et on constate que l'informatique, c'est un milieu qui est extrêmement énergivore et extrêmement demandeur de ressources. Donc, comment est-ce que vous estimez cette gestion du manque d'énergie et de ressources face à une menace cyber qui est de plus en plus grandissante, en particulier dans le milieu militaire? Alors, pour le coup, le lien, il est indirect. C'est-à-dire que le lien, il est lié au fait que pour pouvoir mener des attaques cyber, il faut un peu de matériel informatique soi-même. Mais vous arrivez à avoir un peu de matériel informatique vous-même à des coûts qui ne sont pas monstrueux à partir du moment où la production globale de matériel informatique, c'est juste un problème d'effet d'échelle, est importante à l'échelle de la planète. Dit autrement, si on ne produisait des ordinateurs que pour mener des attaques cyber contre les ordinateurs militaires de l'ennemi, le coût des ordinateurs serait effectivement extrêmement élevé, parce que ça nécessiterait d'avoir toute une filière rien que pour ça. Mais en fait, comme on produit essentiellement des ordinateurs pour faire des conférences dans cette salle, enfin exactement, on produit essentiellement des ordinateurs pour des particuliers et des usages courants d'entreprise, ça permet aussi d'avoir des ordinateurs pour pas cher, pour des gens qui sont animés d'intentions moins sympathiques vis-à-vis des gens qu'ils visent. Donc effectivement, l'abondance énergétique a aussi eu pour effet, je ne sais pas si c'était exactement ça votre question, mais une des conséquences de l'abondance énergétique, c'est que ça a eu pour effet de multiplier la possibilité d'avoir des gens qui s'équipent en moyens numériques, en moyens digitaux, pour mener des attaques auprès d'autres personnes. Ça a eu une autre conséquence. Alors par contre, la digitalisation crée une vulnérabilité en tant que telle, parce que vous avez aujourd'hui un certain nombre de processus vitaux à court terme qui dépendent du numérique. Le premier d'entre eux, c'est le fonctionnement du système monétaire. Aujourd'hui, le système monétaire mondial, c'est des ordinateurs. Ce n'est que ça. Donc, si on n'a plus d'ordinateur, on n'a plus de système monétaire mondial.
c'est un peu compliqué. Vous avez également tous les systèmes de communication. Et l'armée ne dépend pas que de systèmes de communication durcis. Il y a aussi des systèmes de communication ordinaires. Je suis sûr qu'une partie des communications passe par des portables ordinaires. Donc vous avez, même s'ils sont cryptés, enfin je veux dire matériellement. Et donc vous avez une vulnérabilité également liée au fait que vous devez maintenir ces systèmes-là en opération si vous voulez que le pays, c'est-à-dire à la fois soit l'armée, soit sa base arrière, continue de fonctionner. Est-ce que l'énergie utilisée par les cyberattaquants est un problème ? Non. C'est un peu d'électricité, c'est pas grand-chose. En fait, l'énergie dont ils dépendent est essentiellement l'énergie qui alimente le réseau mondial, qui permet à leurs instructions d'aller de l'ordinateur où ils essayent de passer les attaques vers l'ordinateur attaqué. D'accord ? Elle est là, l'énergie dont ils dépendent vraiment. Mais celle-là, elle est mutualisée. Elle n'est pas propre, j'ai envie de dire, à l'attaquant. Elle est propre au système dans son ensemble. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question ou si... Bonsoir monsieur, je dérange à la règle. Je suis désolé, ma règle de parité est stricte, oui, dans un sens alors, il faut comme dans l'autre. Notre micro se déplace. Donc maintenant, j'ai besoin d'un homme. Mais vous êtes sur la file d'attente, pas de problème. Oui. Allô, oui. Bonsoir, monsieur Jancovici. Je cite une phrase que vous avez donnée dans une autre conférence. Vous avez dit « Avec moins de pétrole et une économie qui n'est pas capable de se décarboner à la bonne vitesse, on a globalement moins d'économies. » Oui. Donc, qui dit moins d'économies, si on vous suit, dit moins de PNB, moins de consommation d'énergie. Est-ce que ça ne nous donne pas une petite dimension positive quand même, histoire qu'on finisse bien la soirée, en se disant qu'au fond, le système va s'autoréguler comme les asservissements machines des tanks? Alors, c'est sûr que le système va s'autoréguler. La seule question, c'est est-ce qu'on va trouver ça sympathique ou pas? C'est la seule question. Mais sinon, bien sûr que oui, le système va s'autoréguler. Moi, je suis plutôt partisan qu'il s'autorégule avec notre consentement et avec notre volonté, plutôt que sans notre consentement et sans notre volonté. Mais sinon, il n'y a strictement aucun... On va avoir une forme de loi de Lavoisier qui va s'appliquer à nous. Une fois qu'on est hors d'équilibre, on va revenir à l'équilibre. Donc, voilà. Mais il vaudrait mieux que ce ne soit pas trop douloureux. Après, j'ai dit tout à l'heure que la sobriété, en fait, elle affaiblissait de fait physiquement la base arrière. Physiquement. Alors, il y a des affaiblissements qui ne sont pas graves. Ce n'est pas très grave si on affaiblit la base arrière et que les gens mettent un quart d'heure de plus pour aller au boulot en prenant un vélo plutôt qu'une voiture. Ce n'est pas très grave. Je ne pense pas que fondamentalement, ça soit un affaiblissement. C'est un affaiblissement gérable, on va dire. Par contre, il y a des affaiblissements de la base arrière qui peuvent être plus ennuyeux parce que vous vous rendez compte que l'appareil militaire dépend, exactement comme j'ai dit tout à l'heure que les hackers, c'était un petit bout du digital mondial et que sans le digital mondial, il n'y aurait pas les hackers. Il y a des industries, l'armée peut bénéficier de cette industrie parce qu'elle existe aussi pour les civils et qu'elle est globalement grosse. Voilà. Alors, à ce stade, la question de savoir où est-ce qu'on peut facilement dissocier les deux et où est-ce qu'on peut plus difficilement dissocier les deux, à mon avis, c'est un travail à mener. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le travail ait été fait. Au Shift Project, on ne l'a pas fait, ça c'est sûr. Je pense que le travail n'a pas été fait, mais c'est un travail qui serait intéressant à faire. C'est-à-dire, où est-ce qu'on se met en risque, quelque part, en termes de capacité à réagir, et où est-ce qu'on ne se met pas en risque. J'y vais. Ma question porte sur ce pan de la recherche scientifique actuellement qui travaille sur les nouvelles sources d'énergie, par exemple issues du travail sur les algues. Est-ce qu'à votre sens, c'est une utopie ou est-ce que ça permettrait d'aider dans ce travail de répartition des énergies entre le monde civil, le monde militaire? Alors, les nouvelles sources d'énergie, quand on regarde leur potentiel, il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder la quantité globale disponible, ce qui souvent pour les énergies renouvelables n'est pas un sujet, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut regarder leur état de concentration dans l'environnement. Ça peut commencer à devenir un sujet. Et enfin, il faut regarder le rendement de transformation entre l'énergie qu'on prélève dans l'environnement et l'énergie utile qu'on va pouvoir mettre dans une machine. Donc en l'occurrence, des carburants, de l'électricité, c'est ça qu'on va mettre dans une machine. En ce qui concerne les algues, je n'ai regardé aucun des 3 points. Donc, je n'ai pas regardé le potentiel primaire, c'est-à-dire la quantité d'algues produites sur les côtes et qu'on pourrait facilement récolter, donc la biomasse brute, on va dire. Et je n'ai pas regardé les rendements de conversion,
Il y a plusieurs types de conversion. On peut méthaniser, utiliser le méthane. Éventuellement derrière, pour faire des carburants liquides, on peut faire du Fischer-Tropsch à partir du méthane et faire des carburants liquides. Là, le rendement, je le connais, c'est 50%. On peut les faire sécher, les brûler, etc. Donc il y a plusieurs manières de les utiliser. Très honnêtement, je n'ai pas regardé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça fait 20 ans que j'entends parler des algues. Alors, pas en l'occurrence en les ramassant sur les plages, mais plutôt en les faisant pousser dans des grands bassins, avec des algues très riches en huile. Ça fait 20 ans que j'en entends parler, et ça fait 20 ans que je ne vois pas de démonstrateur à grande échelle. Et ça fait 20 ans que je me dis qu'il faudrait que j'aille regarder d'un peu plus près pour comprendre pourquoi. Et ça fait 20 ans que je ne le fais pas. Voilà. Mais je n'ai malheureusement pas la réponse à votre question. Par contre, j'ai le discours de la méthode, encore une fois. Pour toutes les énergies qu'on pourrait utiliser, il faut voir la quantité totale, la diffusion dans l'environnement. Et là où le bas blesse, par exemple, avec le solaire et l'éolien, c'est sur ce point-là. C'est-à-dire que ces énergies sont diffuses et donc elles sont coûteuses à extraire de l'environnement. Il faut beaucoup de collecteurs placés en beaucoup d'endroits pour extraire des grandes quantités de l'environnement parce que c'est des énergies diffuses. Le pétrole, c'est très concentré, le nucléaire, c'est très concentré, même l'hydroélectricité, c'est assez concentré. Et il faut regarder le rendement. Voilà, c'est ça les 3 points à regarder. Et après, il y avait une question là. Ah, il faut rendre l'amphi ? Ah, pardon. Sinon, les pompiers nous mettent dehors. Ah bon. Dernière question. C'est le général qui dit. Bon. Moi, je ne sais pas quel est votre rapport de force avec les forces de sécurité qui pilotent l'amphi. Bien. J'ai donc le privilège de la dernière, je pense. Une question aviation, je suis aviateur. Oui. Vous nous expliquez que, considérant l'aviation dans son ensemble, les carburants de synthèse n'étaient pas une piste qui passerait à l'échelle parce que les rendements sont trop faibles et donc les coûts de production trop importants. Maintenant, s'agissant du particularisme de l'aviation de combat, des avions de chasse, qui, demain comme aujourd'hui, qu'ils soient pilotés à distance ou de l'intérieur des cockpits, continueront de peser 15 à 20 tonnes, de devoir monter à 50 000 pieds et d'être supersoniques. Considérant ce micro-domaine, est-ce qu'il n'est pas envisageable, et considérant par ailleurs que les fonctions que remplissent cette aviation de combat n'ont pas d'alternative connue en l'état de l'art, n'est-il pas urgent, intéressant, faisable de s'intéresser au développement d'une filière étatique de carburant de synthèse à destination des armées, pour ma paroisse, à destination de l'aviation de combat, qui permettrait de maintenir et de remplir cette fonction qui n'a pas d'alternative? Alors, la question que vous posez, en fait, je l'ai indirectement abordée dans la question que je vous ai posée tout à l'heure, qui est de savoir comment est-ce que la collectivité arbitrerait les moyens résiduels quand il n'y en aurait plus pour tout le monde. Donc, à partir du moment où il n'y a plus assez de carburant pour les avions de combat et les gilets jaunes et les camionneurs et monsieur ou madame Michu qui se chauffe au fioul dans la Creuse, eh bien la question, c'est à qui va le pétrole restant ? Et donc la question que vous posez relève pour moi du choix démocratique, idéalement éclairé, quand il n'est pas éclairé c'est quand même moins sympathique, dans lequel on regarde les faits en face, dont j'ai essayé de vous exposer une partie, et où on se dit collectivement notre préférence, elle va plutôt dans le fait qu'on ait encore quelques avions qui tournent dans le ciel, quelques avions de combat, et ma foi, on partagera la voiture avec le voisin, c'est pas si grave. Voilà, c'est ça, ça fait partie des questions qui se posent. Et en venant chez vous ce soir, donc je suis très heureux d'avoir été invité, parce que ces questions-là sont globalement absentes du débat environnemental et écologique. C'est-à-dire le débat écologique dans la presse, etc., c'est de toute façon se tuer entre humains, c'est pas bon, donc on ne parle pas des sujets de l'armée. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec le premier prémisse, sauf que le monde étant ce qu'il est, de temps en temps, et puis vous connaissez comme moi le vieux dicton romain, hein, si tu veux la paix, etc. Donc je pense que la question se pose quand même, mais je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Donc dire qu'il y a une filière étatique, c'est dire que la collectivité a fait le choix d'arbitrer en votre faveur. C'est exactement dire ça. Voilà. Ce qui est un sujet dont il faut discuter. Ça me paraît évident. Alors, monsieur
Monsieur Jean-Marc Jancovici, vous l'avez dit, vous l'avez fait. Vous avez complètement et parfaitement adapté votre discours à l'auditoire en liant les armées et les problématiques liées au climat et à l'énergie, donc merci beaucoup. Vous savez, pour les militaires, des images de chevaux, de chars, de bateaux, ça nous parle forcément. Mais pour être totalement honnête, il manquait peut-être une voiture bleue avec un gyrophare. Voilà, pour être totalement objectif dans vos exemples sur la puissance. Et en parlant de gendarmerie, d'ailleurs, vous avez un officier qui commandait le PGHM de Chamonix qui est juste là et qui vous remercie pour le clin d'œil. Pour être plus sérieux, et en vous citant, on a connu au XXe siècle donc, le triptyque plus vite, plus loin et moins cher. Et nous avons vu que dans les prochaines années, nous allons basculer dans le moins vite, moins loin et plus cher, ce qui va forcément rebattre les cartes du grand jeu compétition, contestation, affrontement que nous connaissons et auxquels peuvent se livrer les différents pays du globe. Alors on dit que les optimistes sont généralement des gens mal informés. Eh bien moi j'ai envie d'y croire. On peut être bien informé sans pour autant être résigné. Et même si les mots irréversibles et incontrôlables ont été prononcés, la clairvoyance sur l'avenir, les propositions réalistes que porte notamment votre association The Ships Project donnent encore de l'espoir. Donc au nom de la 30e promotion, Monsieur Jean-Marc Jancovici, nous vous remercions donc chaleureusement. Nous remercions également le public présent en nombre ce soir, le millier de personnes qui nous a suivis sur YouTube. Et je remercie également l'équipe technique de la régie qui nous a grandement aidé à organiser cet événement. Je vous donne à tous rendez-vous pour la prochaine conférence de l'école de guerre qui aura lieu mercredi prochain, qui accueillera donc Édouard Philippe sur commander et gouverner. Il me reste, Monsieur Jean-Marc Jancovici, pardon. On me fait souvent. C'est vrai. Jean-Claude, j'ai le droit tout le temps. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Puisque l'école de guerre, c'est aussi une maison d'édition, j'ai le plaisir de vous offrir 2 ouvrages qui ont été écrits par 2 de nos grands anciens élèves de l'école de guerre, voilà, qui vous feront un souvenir de votre passage. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Oui,